Bonjour à tous, donc certains vous commencez à nous connaître, on est l'association dijonnaise des étudiants de sociologie. On a le plaisir de pouvoir organiser aujourd'hui avec la Maison des Sciences de l'Homme une conférence pour la sortie du dernier livre de M. Marchal, Décloisonner les identités. Donc je vais laisser Guillaume introduire la conférence. Donc, ce soir, nous avons le plaisir d'accueillir M. Marchal, professeur de sociologie à l'Université de Bourgogne et directeur de la NSH, qui vient nous présenter son dernier livre, Décloisonner les identités. Donc, dans un premier temps, il nous présentera l'ouvrage, s'ensuivra alors un temps d'échange, et enfin, nous lui proposons un verre offert. Merci infiniment, bonsoir à toutes et à tous. Alors, je vais m'asseoir parce que j'ai une longue journée et je vais m'asseoir. Je suis désolé, je fatigue un peu. Mais voilà. Merci beaucoup d'être venus aussi nombreux et nombreuses. Donc effectivement, je vais vous présenter durant, je pense, une cinquantaine de minutes, si ça vous va, cet ouvrage qui vous verrez est un ouvrage particulier dans ma vie d'enseignant-chercheur. Et puis ensuite, on discutera, parce qu'il y aura, à mon avis, matière à discussion. Alors, ce que je voudrais commencer par souligner un point important, c'est que cet ouvrage est un ouvrage, disais-je, particulier dans ma vie de chercheur, parce que c'est pas seulement un ouvrage qui présente des recherches, mais c'est aussi un essai. Et je reviendrai sur ce que j'ai essayé de proposer dans le cadre de cet ouvrage. On pourra bien sûr en discuter, mais autant vous le dire à toutes et à tous, ce que j'essaie de proposer dans le cadre de cet ouvrage, ça anime clairement toute ma vie de chercheur. C'est-à-dire ça, certainement, si je suis devant vous ce soir, c'est parce que j'ai écrit cet ouvrage et que ça anime tout ce que je suis aujourd'hui. Donc c'est un livre qui est... donc je suis assez ému de le présenter, mais je suis très très heureux, hein, rassurez-vous. Et ça, il y a beaucoup d'étudiants et d'étudiantes, hein, c'est vraiment très très plaisant. Il y a même des personnes de l'université pour tous, ça c'est vraiment très agréable. Donc c'est multigénérationnel, ça fait vraiment infiniment plaisir. Mais donc on verra que je proposerai en fin de conférence, bien sûr tout est précisé dans l'ouvrage, mais une figure anthropologique qui revêt une importance particulière à mes yeux. Ce que je voudrais vous dire aussi en préambule, c'est que cet ouvrage est certes un essai, mais beaucoup de choses qui sont présentes dans cet ouvrage ont été validées par mes pairs. C'est-à-dire que je suis quand même un enseignant-chercheur et que je ne me lève pas le matin en me disant « Oh, j'ai une bonne idée, c'est cool, la vie est belle ». Il y a dans cet ouvrage de nombreux articles, il y a 20 ans de ma vie de chercheur. Il y a de nombreux articles qui ont été repris, qui ont été parfois repris un petit peu, des fois repris quasi in extenso, qui ont été augmentés. Pas trop, parce qu'un ouvrage, quand il est trop gros, après les éditeurs n'en veulent plus. Mais donc c'est important pour moi. C'est-à-dire qu'à la fin, j'essaie de proposer quelque chose. Allez-y, installez-vous, il y a de la place devant, on aurait dû attendre quelques minutes. Peut-être que, mais je vous en prie, je peux comprendre en fin de journée. Voilà, il y a de la place devant, je vous en prie, installez-vous. Bienvenue à l'Université pour tous de Bourgogne. Il y a une place là, madame. Ah, oui. Super. Voilà, des étudiants que j'ai pas eu depuis longtemps qui viennent, c'est très agréable. Alors, vous disais-je, donc, avant d'en venir à ce que je vais, à un essai à proprement parler, donc, plusieurs éléments développés dans ce livre sont donc fait l'objet de publications scientifiques. C'est important pour moi. Je suis parti de quoi dans cet ouvrage ? Je suis parti de ce qu'on appelle un postulat anthropologique, ça veut dire d'un regard sur ce qu'est fondamentalement l'être humain. Pour un sociologue, de fait, l'être humain est un être social, un être relationnel, un être culturel. Très bien. Mais ce qui m'intéresse le plus ici, c'est de regarder l'être humain comme un animal identitaire, ça veut dire un être de sens. C'est-à-dire que nous sommes profondément, à mes yeux, bien sûr des êtres sociaux, culturels, mais aussi des êtres spatiaux, mais des êtres de sens, et que la question qui nous anime prioritairement, en tant qu'être humain, et cette question, on ne la choisit pas, elle est humaine, elle est si humaine, elle est à la fois très belle, elle est aussi terrifiante,
Eh bien, cette question, c'est la question du sens. Nous ne pouvons pas ne pas nous poser de questions relatives au sens. C'est comme ça que la vie humaine, enfin, c'est en répondant à cette question que la vie humaine tente de devenir une existence. Nous vivons toutes et tous, nous sommes toutes et tous en vie. Des fois, on a mis beaucoup de vitalité en nous. Mais est-ce que notre vie se mue en existence à travers nos relations avec les autres et au fur et à mesure de notre parcours? Est-ce que nous éprouvons un sentiment d'exister? Est-ce que nous sommes convaincus que notre vie vaut la peine d'être vécue? Ça, c'est autre chose. Moi, je dis souvent, les étudiants vont sourire, quels qu'ils soient ici, qu'ils viennent de l'Université pour tous ou de sociologie ou ailleurs. Je dis souvent, si j'avais une baguette magique, ça c'est mon idéal, il faut me le laisser, chacun ses idéaux, eh bien, je ferai en sorte que tous les êtres humains se sentent exister, parce que je vais être très cavalier et très cash. Quand on se sent exister, ça nous rend moins cons. Ça nous rend moins cons parce que ça nous rend, on a moins de ressentiment. On est moins attaché à certaines idéologies qui nous privent de l'autre. J'y reviendrai parce que c'est précisément le message du livre. Donc, nous sommes des animaux identitaires et nous ne pouvons pas échapper à cette question relative au sens. Premier point, ok. Maintenant, nous ne construisons pas du sens seul. Nous construisons forcément le sens que nous donnons à notre vie, et plus encore au monde, à l'autre, à l'aventure humaine, nous le construisons précisément dans nos relations. Nous sommes des animaux identitaires et nous sommes forcément, c'est humain, des animaux relationnels, des animaux sociaux, culturels au sens large, si vous voulez. Et là, pourquoi j'ai écrit ce livre? Parce que la relation à l'autre, qui est une relation originelle quand nous venons au monde, cette relation à l'autre, eh bien, elle peut se détériorer au fur et à mesure de notre vie. Je m'oppose, mais fortement à ce livre. Je ne suis pas tout seul, derrière tout cela, il y a toutes des traditions de pensée. Il faudrait que je passe ma vie à remercier plein de gens, donc je ne ferai pas. Des personnes, des fois, qui sont assez âgées, qui ont 200 ans, quand même, mais qui sont très présentes. Notre relation à l'autre, elle est primordiale dans notre vie, elle est originaire. Et je m'oppose, vous disais-je, fortement à la thèse selon laquelle nous naissons égoïstes. À la thèse selon laquelle l'être humain est fondamentalement un être égoïste. C'est tout simplement une erreur anthropologique de postuler cela de façon radicale. Moi, je ne dis pas qu'on n'a pas des penchants égoïstes. Moi, je dis qu'on est loin de n'être que cela. Et à la naissance, quand nous venons au monde, nous avons bien été accueillis par d'autres êtres humains. Sinon, nous ne serions pas là. On serait soit mort, soit débile. C'est cas dans la vie humaine. Si on n'est pas accueilli par un autre qui prend soin de nous, donc notre cerveau ne se met pas en route, etc. L'être humain est fondamentalement, de ce point de vue-là, un être relationnel. Et donc, ceux qui nous ont accueillis, ceux qui ont pris soin de ce que nous avons été, étaient-ils égoïstes? En tout cas, ils avaient aussi des facultés et des capacités à être en lien avec l'autre et à accueillir un être humain qui, franchement, n'est pas très drôle. Quand nous venons au monde, on ne sait pas marcher, on pisse, on chie, non, mais il faut dire les choses. Donc, certains diraient d'entre vous, les parents, ils prennent cher. Et nous sommes équipés, naturellement, nous sommes pourvus naturellement d'une qualité à être en lien avec l'autre. Cette qualité, je l'appellerai ici, dans le cadre de cette conférence, et j'y reviendrai, la faculté de sympathie. Et qu'est-ce qui fait que nous autres, les êtres humains, qui sommes des êtres de sens, nous autres qui sommes fondamentalement des êtres relationnels, qu'est-ce qui fait au cours de notre vie qu'on peut en arriver à détester l'autre, à mutiler identitairement l'autre, comme je dis souvent dans ce livre, et qu'est-ce qui fait que dans nos sociétés contemporaines, alors je vais pas revenir, moi je fais un tout petit peu d'histoire dans ce livre, mais dans nos sociétés contemporaines, les processus de réduction identitaire de l'autre, eh bien, aujourd'hui, me semble-t-il, sont non seulement fréquents, mais ça c'est pas grave, ça existe dans toutes les sociétés humaines, mais sont légitimes, acceptés, politiquement rentables.
Et que finalement, moi, la question que je me pose dans ce livre, c'est qu'est-ce qui fait qu'un être humain qui a en lui-même, anthropologiquement, dans sa nature, des facultés à être en lien avec l'autre, qu'est-ce qui fait qu'il peut se priver de multiples autres après au cours de sa vie? Voilà la question. Et pour moi, et c'est l'introduction du livre, et pour moi ce point est capital, parce que sans une diversité d'autres autour de moi, eh bien alors le sens que je vais donner au monde, à l'aventure humaine, à ce que je suis, il peut être étriqué, et surtout, ce que je suis moi-même en tant qu'être humain, avec mes facultés humaines, eh bien si je me prive de nombreux autres, ce que je suis anthropologiquement ne se réalisera pas. L'être humain, quand il vient au monde, il est équipé de multiples dispositions naturelles. On a parlé de la sympathie, mais aussi de bien d'autres choses, et c'est bien au contact des autres qu'on se réalise. Et durant notre vie, si finalement on est convaincu que de multiples autres ne valent pas la peine d'être importants à mes yeux, et si je suis convaincu que je n'ai pas besoin d'eux pour exister, du sens à ma vie, eh bien alors c'est aussi une partie de moi qui ne se réalisera pas. Dire j'ai besoin de vous, et j'espère que vous avez un peu besoin de moi, surtout quand on est enseignant, hein, c'est rassurant, mais en plus je suis payé pour ça quand même, et donc, mais pour réaliser des potentialités qu'on a en nous, nos potentialités, on ne les réalise pas tout seul, c'est absurde. Nos potentialités, nous les réalisons fondamentalement avec l'autre. Et à commencer par notre faculté de sympathie. La faculté de sympathie, et c'est ma peur, hein, cet ouvrage-là est un ouvrage qui est certainement celui d'une peur. Alors chacun exerce ses peurs comme il peut, moi j'écris. Mais je me dis que si notre faculté de sympathie ne se réalise pas, ou si on la tait, si on la met en veille, si cette faculté de sympathie, on la trouve absurde dans un monde où on pense que les hommes doivent être fondamentalement égoïstes. Alors déjà, moi c'est un monde, je veux dire clairement ici en conférence, hein, c'est un monde qui ne m'intéresse pas trop. Moi je préfère qu'on s'embrasse, n'est-ce pas Violette? Il y a Violette qui m'a fait un bisou tout à l'heure avant la conférence. Je préfère qu'on s'embrasse, qu'on se tape dessus. Voilà, hein. On peut me dire c'est marrant quand on se tape dessus, moi je ne crois pas. Et donc, si cette faculté de sympathie devient inerte en moi, si je ne la réalise plus au contact des autres, eh bien je deviens ce que j'appelle dans le livre un être monstrueux. Je suis capable, sans aucun scrupule, d'être monstrueux avec l'autre. Je suis capable de le réduire à très peu de choses et de croire que les catégories que je projette sur lui sont vraies, sont réelles, terriblement réelles. Donc cet ouvrage est né d'une peur que je partage avec mes amis de la revue du MOS. Certains sociologues, philosophes de la revue du MOS, du mouvement anti-utilitariste en sciences sociales, c'est que dès lors que cette faculté de sympathie est mise en veille, eh bien la vie sociale peut devenir bien terne. La vie sociale peut devenir radicalement quoi? Bien radicalement inintéressante. Quant à quoi? Eh bien, quant à la réalisation de ce que l'on est. Donc c'est cette peur-là, je suis très sincère hein, devant vous hein, ce soir, hein, à dire que je me dis, mais si cette faculté de sympathie, et on la distinguera un peu plus tard de l'empathie, hein, qui est l'autre versant, hein, si cette faculté de sympathie, c'est-à-dire cette faculté à être affecté par l'autre, à être interpellé par l'autre, à communiquer avec l'autre, quel qu'il soit, si elle ne se réalise plus en vous et en moi, bien alors on va croire en nos catégories identitaires, en ce qu'on a en tête. Et en écrivant ce livre, j'ai repensé à des ouvrages que j'avais lus en tant qu'étudiant, que je n'avais pas vraiment compris, des fois, vraiment pas.
et qui 20 ans, 25 ans après, finalement m'habite et m'interpelle. Et j'avais pensé à Albert Camus, qui nous invite à nous révolter contre quoi? Contre le confort de nos propres idéologies, contre le confort de nos croyances, qui nous conduisent à penser que ce qu'on a en tête doit absolument exister, qu'il n'y a que ça qui doit exister. Et Albert Camus nous dit, des pages qui sont magnifiques, l'autre finalement disparaît et ne devient qu'une silhouette, ma silhouette. En fait, ce n'est plus un autre. Il devient uniquement une silhouette, ma silhouette. Et l'autre n'est plus que ce que je pense de lui, que ce que finalement je projette sur lui. Et donc, et c'est tout le sous-titre du livre, et là, l'altérité. L'altérité, dire la relation à l'autre différent, qui me nourrit, qui me change, qui m'altère. Moi, dans mon vocabulaire, avec un Georges Simmel, je dirais, qui me fait vivre, dire qui me permet de ne pas faner, qui me permet d'être un peu plus que ce que j'étais, par exemple, avant une conférence. Eh bien, l'altérité n'est plus au rendez-vous. Alors, c'est bien un essai, hein. Je parle aussi de mon ressenti, hein. J'y assume, hein. C'est la première fois que je fais ça, hein. Mais je l'assume. C'est-à-dire que je dis souvent aux étudiants, l'objectif c'est qu'on ne soit plus exactement les mêmes, si on a cours à 14h et on se quitte à 16h, qu'on ne soit plus exactement les mêmes à 16h qu'à 14h. C'est-à-dire qu'il y a un pari relationnel, un pari de la relation. Et on fait le pari qui va, durant la relation qu'on va connaître ensemble, qu'on va vivre ensemble, on fait le pari qu'il se passe quelque chose. C'est la même chose ce soir. Si on est là ce soir, et vous êtes venus nombreux, hein, je suis assez impressionné, eh bien, si on est là ce soir, c'est que vous faites le pari que dans la relation qu'il y a entre vous et moi, parce que c'est moi le conférencier, mais après on discutera, hein, eh bien, qu'il va se passer quelque chose. Et moi, je fais le pari que mais c'est très prétentieux d'être derrière ce micro. Être enseignant, c'est très prétentieux. Écrire un livre, c'est très prétentieux. Parce que je fais le pari que, un peu grâce à moi, vous ne serez plus exactement les mêmes à 18h30, 19h qu'à 17h30, lorsque vous êtes rentrés dans ce forum des savoirs de la MSH. Donc c'est prétentieux, mais en même temps c'est génial. Parce que ça nous invite, vous et moi, alors ici, surtout moi, mais vous et moi, ben ça nous invite à investir la relation. C'est-à-dire que la relation qui existe ici et maintenant, elle vaut la peine d'être vécue. Et que cette relation, c'est ce que j'ai envie de vivre là, tout de suite, ici et maintenant, et que dans cette relation, eh bien finalement, je vais peut-être intensifier mon sentiment d'exister, je vais peut-être donner du sens à ma vie, et un sens qui n'était pas exactement celui qui était fixé en moi, posé en moi, plus ou moins stabilisé à 17h30. Alors, une fois qu'on a posé tout cela dans l'ouvrage, j'essaie de donner des exemples de ce que j'appelle la banalité du mal identitaire contemporain. La banalité du mal identitaire. Beaucoup d'entre vous ont reconnu un clin d'œil à Hannah Arendt, cette philosophe que j'ai beaucoup lue il y a longtemps, vous voyez, qui m'habite, et qui s'est réveillée en moi. Je me suis rendu compte qu'Hannah Arendt était hyper importante pour moi. Alors, je suis sociologue, et je viens de vous citer Albert Camus, Hannah Arendt, hein, c'est pas très correctement sociologique tout ça. Hein. Mais on est dans une maison d'interdisciplinarité ici, de la pluridisciplinarité, donc ça tombe bien. Mais la banalité du mal identitaire, c'est quoi? C'est une banalité du mal qui nous conduit à ne plus réfléchir et à ne plus interroger justement nos catégories identitaires. Arendt distingue, le banal de l'ordinaire. Dans l'ordinaire de la vie, dit Arendt, je peux me poser des questions, je peux être réflexif. Ah ouais, là j'ai été un peu bête et tout, mais en fait ça va pas ce que je pense. En fait, je sais pas, Paul il est super sympa, Paul en fait. Vous voyez, je change mes catégories. La banalité du mal identitaire, ce n'est pas ça. Je suis convaincu de ce que je suis, de ce que je pose sur le monde, et je n'ai plus de distinction entre ce qui est vrai et ce qui est faux. Il n'y a plus de processus de réflexivité, c'est-à-dire de remise en cause. Je suis convaincu que Paul est comme ça, moi je vous dis que Paul est comme ça, et Paul il est comme ça.
mais dans la tête de Marshall, hein, c'est tout. Hein. Donc, j'ai pris des exemples, je ne vais pas revenir sur tous les exemples, hein, j'ai pris des exemples qui sont tirés directement de mes recherches, et je voudrais quand même vous en prendre un, puisque certaines recherches marquent profondément le chercheur. Et d'ailleurs, les étudiants, un nombre d'étudiants ici le savent bien, moi je ne parle jamais d'enquêteur, je parle toujours d'informateur. Parce que précisément, j'espère avoir été formé et informé et mis en forme dans la relation aux informateurs que j'ai rencontrés durant ma vie. Dans la relation. Et quand on fait de la méthode en sociologie, c'est aussi une relation. Et donc, vous disais-je, parmi les exemples que j'aimerais prendre ce soir, il y en a un qui m'a particulièrement marqué. Je vais vous le raconter en quelques minutes. Et je crois que ce livre, il est là aussi parce que là, je me suis dit, mais parce que ça allait à l'encontre de tous mes idéaux, de tous mes espoirs, et le sociologue doit prendre acte de ce qu'il observe. En 2012, un juge m'appelle et me dit « Monsieur Marshall, vous avez longtemps mené des recherches dans l'habitat social, dans le logement social, et j'aimerais que vous meniez pour moi une étude. » Et je lui dis « Pourquoi pas ?» Il me dit « J'en ai marre des psychiatres qui me disent que les gens sont fous. » Parce qu'en fait, là, dans ce quartier-là, les gens ne sont pas fous. J'ai envie de comprendre. J'ai envie de comprendre ce qui se passe. Dites-nous, vous êtes sociologue, dites-nous ce qui se passe. Donc, c'est un quartier que je connaissais. Et dans ce quartier que je connaissais, parce que j'avais fait une thèse sur les gardiens d'immeubles, donc je connaissais bien dans le logement social, donc je connaissais certaines zones d'habitat social en France, et je connaissais ce quartier. Donc j'ai mené une observation, mandatée par un juge, protégée par la justice. Je ne pensais jamais faire ça dans ma vie. Hein. Pourquoi les sociologues et les juges peuvent s'entendre. Petite incise. Ce juge, il avait mon âge, hein, parce que je l'ai encore vu après, on a mangé quelques fois ensemble. Je vous dis ça parce que peut-être que ça ceci a son importance. J'en sais rien, tout n'est pas générationnel loin de là. Mais on s'entend bien et donc je mène cette recherche. Je téléphone au bailleur social, je me fais passer pour un médiateur social. Et bien évidemment, mon premier contact a lieu avec la gardienne d'immeuble. C'est un métier que je connaissais bien et ça me permet d'aller dans les étages avec elle et de croiser les locataires. Dans la tour en question, chers toutes, chers tous, il y avait des nourrices. C'était des jeunes filles qui planquaient de la drogue chez elles, qui étaient totalement camées et qui avaient été séquestrées, violées et tuées. C'est pour ça que j'étais mandaté par un juge et il y avait eu 2 meurtres. Et pendant mon observation, il y aura un 3e meurtre. Après ça, j'ai pu travailler sur le logement social. J'ai travaillé sur le pavillonnaire. Ça m'a, vous voyez, je vais voir des gens, les casse-moyennes dans les pavillons. Mais pourquoi je vous dis ça? Parce que dans cette tour, donc je vous laisse imaginer comme le degré de misère sociale, de souffrance sociale, et donc existentielle, hein, le sens donné à sa vie, etc., la faculté de sympathie. Et alors, ce qui m'a le plus interpellé, moi qui crois, hein, de toute façon, le sociologue, il pose des choses, hein, moi qui crois en la puissance de la relation, ben alors là, je n'ai pas été déçu, puisque dans les parties communes de cette tour, et j'avais fait de multiples entretiens, pendant 3 mois, hein, j'étais dans cette tour, quasiment tous les jours, mais dans les parties communes, les relations n'accouchaient de rien. C'est-à-dire, plus on se voyait, plus on se testait, et plus on était convaincus des identités réductrices qu'on projetait sur l'autre. Alors là, pour un sociologue, interactionniste comme moi, on dirait relationnaliste, qui voit que les relations, non seulement ne servent à rien sur le plan humain, vous comprenez bien, mais en plus contribuent chaque fois un peu plus à défaire l'autre, finalement de son appartenance à la commune humanité, je dois dire que j'ai pris un véritable coup au moral, mais dont acte. Dont acte. Il faut observer et comprendre ça. Et donc, il y a toutes des pages que j'avais écrites il y a 7-8 ans. C'était mon journal de bord que j'ai remise dans ce livre. J'ai ressorti beaucoup de choses qui m'avaient marqué au cours de mes 20 ans de recherche dans ce livre. C'est pour ça que c'est un livre qui est vraiment un livre qui est assez personnel et très important pour moi. Et je montre que dans ces pages, finalement, quand les situations sociales, les situations relationnelles sont saturées de quoi?
vous appelez ça des idéologies, des préjugés, des stéréotypes, toutes sortes de catégories identitaires, et qu'elles sont saturées à un tel point que finalement, eh bien, l'autre ne peut jamais réintégrer la commune humanité dans laquelle moi je me définis, eh bien alors, quand on observe tout cela, eh bien on comprend que dans certaines situations où il y a autant de misère sociale et de souffrance sociale, eh bien que la seule chose qu'on va sauver pour tenir le coup, c'est son appartenance à la commune humanité. Je dégrade humainement l'autre devient un rat, de la vermine. Ah, vous avez vu ce salopard, c'est un chien, et encore un chien, c'est gentil, c'est comme ça qu'on parlait. Hein. Vous avez vu les rats du dessus, etc. Donc c'était vraiment, on était dans des qualificatifs monstrueux. Et là, la grande leçon de cette recherche, en tout cas à mes yeux, c'est que quand on n'a plus grand-chose à sauver sur le plan identitaire, eh bien alors je sauve mon humanité. En fait, je sauve le fait que je suis encore capable d'éprouver des affects et des émotions. Et c'est un matin, je suis dans l'appartement d'une femme qui me dit, je peux vous dire c'est un jeudi matin, parce que elle me dit, voyez, alors, pour elle j'étais un médiateur HLM, hein, peu importe, hein, on pourra en reparler si vous voulez, ça, mais elle me dit, mais vous voyez, moi, c'est jeudi, je vais pas picoler aujourd'hui, et je me suis lavé. Je sais que je suis gros, je sais que je pue, je m'alcoolise, mais pas aujourd'hui. Et moi, je lui fais la relance du sociologue, pas aujourd'hui. Et là, je vois son visage changer, et elle me dit, non, parce que je vais voir mon amoureux. Et qu'est-ce qu'elle me disait? Que contrairement à tous les autres autour, elle était encore en mesure d'éprouver un sentiment humain, l'amour. Et c'était ça qui définissait son appartenance à la commune humanité. Moi, je suis encore un être humain, je ne suis pas de la vermine, moi je suis plus que les autres. En fait, je sauve, et je revendique, et je tiens le coup parce que je suis encore en mesure d'éprouver un sentiment, des affects envers un autre être humain. C'est une fois par semaine, c'est le jeudi. Et ça me permet de prendre soin de moi, de sauver la face. Et alors, cette recherche et d'autres recherches, m'ont amené, disais-je, donc à prendre acte du fait que les relations sociales, ne se traduisent pas toujours par ce qu'on appellerait dans la philosophie interactionniste, ou dans la sociologie interactionniste, par l'émergence de sentiments communs, l'émergence de créativité, l'émergence de compromis, l'émergence de quelque chose d'autre qui fait que l'autre devient toujours un peu plus que ce que l'on est. Ce n'est pas toujours le cas, loin de là. Je raconte aussi d'autres exemples, notamment dans la vie pavillonnaire, parce que du coup, les 10 années suivantes, je vais mener des recherches au cœur des zones pavillonnaires, extrêmement aisées à des zones pavillonnaires très modestes, et on retrouve bien évidemment de tels processus de radicalisation identitaire, je crois qu'on peut les appeler comme cela. Et c'est pas toujours dans des contextes de misère sociale, hein. On radicalise identitairement l'autre. Hein. Qu'on s'entende ici, je vous ai pris un exemple qui m'avait fortement touché. Alors, une fois qu'on a posé ces éléments, et c'est là que je rentre dans une logique de l'essai, je me suis dit, moi, sociologue, qui vient lire des philosophes, qui échange depuis 20 ans avec ses étudiants et ses étudiantes, et je me suis dit, qu'est-ce que je peux amener pour que ces processus de mutilation identitaire de l'autre soient moins opérants et puissent être relativisés. Alors, je ne suis pas un magicien, hein, pas du tout. Bien évidemment, il y aurait la lutte contre les inégalités sociales, etc. Ce n'est pas là-dessus que je suis allé. J'ai essayé de penser au cours de ces 15 dernières années ce que j'ai appelé une relation humaine éthique.
je pense qu'on doit penser les termes d'une relation humaine éthique pour ne jamais se priver de l'autre, de ce que l'autre peut m'apporter. Il y a certainement un idéal personnel derrière, que j'assume totalement. Et cette relation humaine éthique, en tout cas jusqu'à aujourd'hui, et je peux vous dire, j'ai fait cours là-dessus, j'en ai fait des séminaires, des colloques, des conférences. Et pour l'instant, ça a l'air de tenir la route, mon truc. Vous voyez, je suis très clair. Et mes collègues me disent, ah oui, écoute, ça tient la route, quoi. Donc voilà, donc, je pense que c'est pas trop bête, la relation humaine éthique. Et les termes que j'emploie pour la formuler, eh bien, ma foi, sont certainement, revêtent un certain degré de pertinence au regard de l'importance de la considération de l'autre. Cette relation humaine éthique repose sur la conjugaison et l'articulation de 3 logiques d'identification de l'autre. J'ai fait l'hypothèse, il y a maintenant plus d'une dizaine d'années, dans un article que j'ai envoyé à une revue que j'aimais bien et qui a validé cet article, je n'étais pas du tout sûr de moi, j'ai fait l'hypothèse que les 3 logiques que je vais vous présenter brièvement ce soir sont humaines, anthropologiques. Toutes et tous ici, nous sommes naturellement équipés de ces 3 logiques d'identification de l'autre. Je me suis trouvé affreusement prétentieux, je me suis dit, mais elles sont anthropologiques. Souvent, je me suis dit, et certains d'entre vous savez bien qui je suis, pour avoir la prétention d'avoir découvert une sorte de graal anthropologique. En fait, pas du tout. Je vais pas vous faire, on va pas aller dans l'épistémologie ici, ce n'est pas le lieu, mais ces 3 logiques, jusqu'à preuve du contraire, elles sont vraies. En logique, en philosophie, on appellerait ça une logique abductive. Jusqu'à preuve du contraire, c'est vrai. Voilà. Donc cette relation humaine éthique repose sur la conjugaison de l'humanisation, de la catégorisation et de la personnalisation. L'humanisation correspond à une logique relationnelle, une logique d'identification de l'autre, qui me permet de voir en l'autre ce qui est humain. Ce qui est humain. Imaginons que je descende de cette estrade tout à l'heure et que je tombe et que je me casse le tibia péroné. Vous savez, ça fait crac, des gros craques, il y a même du sang qui gicle, enfin la totale, vous voyez. Et que vous me voyez, le tibia péroné, j'espère que vous me regarderez comme un être humain et vous direz, il doit souffrir, et que vous ferez rapidement le 15 ou un autre numéro, enfin, vous viendrez m'aider, quoi. Mais non pas, écoutez bien, non pas parce que je suis sociologue, non pas parce que je suis blanc, non pas parce que j'ai des jolies lunettes rouges. Ça, vous ne me dites pas, ça se trouve, ça me regarde. Mais parce que je suis un être humain. Et on retrouve la faculté de sympathie. J'espère que vous serez en sympathie avec moi, parce que ici, toutes et tous, un matin ou un soir, vous êtes tapé dans le bois de votre lit, vous savez, au niveau du tibia, on se tape dans le bois de son lit, on se dit, mais c'est pas possible, je me suis cassé le tibia. Mais non, tellement une terminologie nerveuse qu'on a l'impression qu'il faut ramasser sa jambe. Mais en fait, pas du tout. On a mal pendant 10 secondes, 20 secondes. Et j'espère que vous allez vous rappeler un tout petit peu de cette expérience et vous dire qu'il a mal. Et que, finalement, on va faire l'hypothèse. Écoutez bien, si vous vous rappelez, vous, la souffrance que vous avez eue quand vous êtes tapé dans le bois de votre lit, vous allez faire l'hypothèse, finalement, que la douleur que j'ai, qui est plus importante, si je me casse le tibia péroné, et encore, parce que le cerveau peut se mettre off pour pas souffrir, mais peu importe, que notre souffrance, elle est humaine. Qu'en tant qu'être humain, on souffre de la même façon. C'est ça la logique d'humanisation, là. Je fais l'hypothèse qu'il y a de l'identité fondamentale entre vous et moi. Qu'entre nous toutes et nous tous ici, on fait l'hypothèse, dans la logique d'humanisation, que finalement, nous sommes humains. Sur certains points, nous sommes humains. Et c'est vrai pour la question, par exemple, du sens. La question du sens est humaine, vous disiez en introduction, mais bien évidemment le rapport à la mort, mais aussi ce que c'est le sentiment de joie, des émotions humaines, des émotions qui sont parfois très agréables, et des émotions qui sont parfois désagréables au possible. Et les êtres humains sont équipés d'un certain nombre de qualités qui sont proprement humaines, anthropologiques.
Et finalement, cette logique d'humanisation, c'est un niveau de conscience, alors moi j'aime pas trop le mot niveau, mais je vais le dire comme ça ici, en tout cas c'est un niveau de conscience qui me permet finalement de vous regarder en tant qu'être humain. Par exemple, si je vous regarde comme cela, je peux comprendre qu'un soir, à 18h06, il y a un peu de fatigue, etc. Je peux comprendre, vous voyez, parce que c'est humain, parce que simplement, moi j'ai été fatigué aussi dans ma vie, tout comme vous, et puis, je sais pas, je vais pas dire un prénom, etc., mais si telle ou telle personne baille, c'est humain, on a le droit d'être fatigué, etc. C'est pas rien, ça. Et là, je me réfère à un philosophe qui s'appelle Ludwig Wittgenstein, qui pour moi dispense des leçons très importantes, et il nous en dispense une. Il nous dit on ne peut pas se mettre à la place de l'autre. On ne peut pas se mettre dans le corps de l'autre, dans la tête de l'autre. On ne peut pas se mettre dans l'intériorité de l'autre. Si on veut comprendre l'autre, il faut précisément faire l'hypothèse qu'une communication entre nous autres, les êtres humains, est toujours possible. Et que je peux toujours comprendre l'autre et faire l'hypothèse que ce qu'il vit, dans certaines situations, est semblable à ce que je vis. Est semblable à ce que je vis. Et cette logique d'humanisation, à nouveau, je fais l'hypothèse entre humains, si je vous dis par exemple là que j'ai faim, ceux qui me connaissent, c'est un peu vrai d'ailleurs, et si je vous dis que j'ai faim, la sensation de faim est humaine. Elle n'est pas culturelle. Après, elle se met avec des mots différents, elle peut s'exprimer différemment. Moi, je suis sociologue, j'enseigne l'anthropologie de la culture depuis 25 ans, donc la culture, pas de souci. Mais c'est comme ça qu'on peut comprendre. Quand on a tous eu un jour un peu l'estomac dans les talons, vous appelez ça comme vous voulez, c'est comme ça qu'on peut comprendre l'autre qui a faim. Et cette logique d'humanisation nous rappelle que nos catégories identitaires, elles sont absurdes. Certaines catégories identitaires, elles tombent. Pour tout vous dire, cette logique d'humanisation, elle m'est apparue au grand jour. C'était en 2011. À l'époque, j'étais à l'université de Lorraine, à Nancy, et j'étais membre du comité d'éthique de tout le dispositif hospitalier nancéen. Et à ce titre, avec une collègue philosophe, qui est devenue une amie très proche, j'ai fait beaucoup de conférences avec elle, elle aurait pu être là ce soir, nous avons observé un service de soins palliatifs. Et dans ce service de soins palliatifs, je pense qu'en plus c'était en fin de journée, on était un peu fatigués. Eh bien, il y avait notamment un enfant, et cet enfant, vous avez bien compris, de toute façon, c'était fini pour lui. Leucémie aiguë, etc. Aucun traitement médicamenteux n'avait fonctionné. Et d'un seul coup, il y a eu un silence. Il y a eu un silence, et ce silence, le temps objectif, vous l'oubliez. Hein. Alors ça a duré 5 secondes, 10 secondes, c'est plus du temps objectif. Hein. Ça, c'est un temps terriblement humain et existentiel. C'est un temps, pour moi, ça a duré une éternité. On était tous en suspension, et finalement, tous ensemble, avec les soignants dans cette pièce, puisque c'était un enfant, qui venait de dire à ses parents, ne pleurez pas, je vais mourir, mais surtout, je ne vais pas vous voir pleurer, et je veux vous voir... Je veux vous entendre rire, surtout après ma mort, etc. Et il y a eu un silence. Alors le silence fait beaucoup de bruit dans ces moments-là. Et on était tous finalement face à notre humanité, à notre désarroi. On s'est regardés. Et on était tous face à une question terriblement humaine, celle du sens de la vie et de la mort, tout simplement. Tout simplement. Et là, vous oubliez la différence culturelle, vous oubliez les différences de religion, vous oubliez tout là. Et ça a duré je ne sais pas combien de temps. Et c'est le moment de suspension, je me suis dit, mais c'est un moment extrêmement aigu, extrêmement radical, certes, mais qui quand même nous rappelle qu'il y a des choses qui sont simplement proprement humaines, et là on est déshabillé de nos artifices identitaires. En face de cela, il y a plein d'artifices identitaires, vous les oubliez. Donc c'est ça la logique d'humanisation. Et cette logique d'humanisation repose précisément sur la faculté de sympathie. La sympathie m'ouvre sur l'universel, sur ce qui est humain entre nous. Cette faculté de sympathie, c'est la grande oubliée de toute la philosophie politique moderne. Et moi, je suis très en colère contre ça, très très en colère. Parce que, on verra, l'empathie est présente, la sympathie, c'est une notion quasiment oubliée. Il faut remercier, notamment, je viens à cette revue du MOS, à laquelle je rends vraiment hommage, mais
il faut remercier des chercheurs, de la revue du MOS, qui ont réhabilité cette notion de sympathie. Cette faculté d'être interpellé par l'autre, il faut qu'on l'assume. Il ne s'agit pas d'être toujours interpellé par l'autre, mais il s'agit de l'assumer. Si on la jette par la fenêtre, anthropologiquement, on nie une partie de ce que l'on est, en tant qu'être humain. Deuxième logique, la logique de catégorisation. Alors la logique de catégorisation, elle est nécessaire. La logique de catégorisation, elle est aussi humaine, bien sûr. Et il ne s'agit en aucun cas de dire il ne faut pas de catégorisation. On a tous des catégories identitaires en tête, et parfois c'est très bien. La plupart d'entre vous ici, même quasiment tout le monde, vous ne me connaissez pas, donc vous me catégorisez. Alors certains ici me connaissent un peu plus, certains commencent à me connaître vraiment un peu plus parce que travaillent avec moi dans le cadre d'un Master 2 ou d'une thèse, mais quand même, vous me catégorisez. Moi aussi, je vous catégorise. Mais vous me catégorisez, certains d'entre vous, alors je suis quoi? Je suis un sociologue, un intello, je suis un porteur de lunettes rouges, je suis quoi? Je suis quoi? Donc vous me catégorisez, vous n'avez pas de choix. Vous ne connaissez absolument pas qui est Marshall, encore beaucoup moins Hervé Marshall. Alors là, Hervé, personne ne connaît ici. Donc vous me catégorisez, et c'est très bien comme cela. Si vos catégories identitaires sont positives à mon égard. Et si elles sont négatives, ça vous regarde, je ne veux pas les entendre. Mais je rigole, mais pas vraiment. Et donc, les catégories identitaires, elles nous permettent de domestiquer le monde, de domestiquer l'autre, de donner du sens, d'apprivoiser le monde. Moi, bien évidemment, je vous catégorise, et ma catégorie me va bien, je vous catégorise très positivement. Vous avez pris le temps pour venir m'écouter ce soir, donc heureusement, je vous catégorise positivement, mais ça me permet de savoir où je suis. Ça me permet de donner du sens à tout mon environnement, etc. Et donc, c'est très bien de ce point de vue-là, les catégories, comme on dit en psychosociologie, qu'on pose sur le monde. Donc moi, je ne suis pas du tout de ceux qui disent « oui, les catégories, il faut les abattre et tout ». Mais non, bien évidemment, on ne peut pas échapper à la catégorisation. C'est tout à fait salutaire dans certains cas. Si on fait 1 kilomètre à pied, là, on va au CHU de Dijon, on va catégoriser des malades comme malades. Et c'est très bien. On va aller aux urgences. Il y a, par exemple, je prends des exemples vrais de mes recherches, il y a un homme qui va arriver, et puis il est blessé. C'est parce qu'on le catégorise comme malade, et uniquement comme malade qu'on va le soigner. Parce que tout le monde sait ce qu'il avait par ailleurs. Il venait de violer une jeune femme, etc. Mais il y a une autre catégorie qui s'est appliquée là. On l'a soigné comme un malade. Et c'est très bien. Il y a un registre d'égalité dans le soin. Il y a aussi autre chose. Mais si on ne le regarde pas comme un malade, les infirmières autour le regardent uniquement comme un violeur, autre catégorie, qui prend le dessus, eh bien, elles ne peuvent pas le soigner. Donc les catégories sont fondamentales. Et dans des services d'urgence de soins, eh bien, heureusement que la catégorie de malade, elle s'applique. Ça permet un registre d'égalité de soins. Et ce n'est pas rien. Et d'ailleurs, il y a des gens qui revendiquent d'être malades. Mais enfin, je suis malade, il faut prendre soin de moi. L'identité de malade peut même devenir très importante pour des personnes qui ont peu d'autres supports identitaires, comme je le dis souvent dans mes travaux, d'autres supports identitaires sur lesquels s'appuyer. Et donc, les catégories sont fondamentales, et la catégorie de malade, pour certains malades, elle devient centrale dans leur vie. Donc, très bien, très bien. Et autre chose, nos catégories identitaires nous permettent de nous protéger. Toutes et tous ici, dans notre vie, à un certain moment, nous nous réduisons à une catégorie identitaire. Pour nous protéger. Si on retourne au CHU au-dessus de Dijon, eh bien, on va voir des infirmières qui sont tout à fait ouvertes. À certains moments, elles vont se recroqueviller volontairement sur leur identité professionnelle, leur identité statutaire, et ne vont être que des infirmières. Pas des femmes, pas des mamans, rien d'autre, pour se protéger, pour pouvoir faire une prise de sang correctement, pour ne pas avoir la main qui tremble, etc. Et donc, on est parfois dans notre vie, on se réduit à peu d'identité, des fois à une catégorie, à une identité sociale, par exemple, donc extérieure, collective. Je me réduis à ça pour me protéger. Et c'est tout à fait légitime. C'est tout à fait légitime. Ici, je me permets, moi je suis depuis moi directeur de cet MSH, à certains moments, dans ma tête, je suis un directeur. Pour le meilleur et pour le pire. Comme à certains moments, je n'étais qu'un enseignant. Je suis sûr qu'il y a des étudiants qui sortaient de mon bureau et se sont dit « Mais qu'est-ce qu'il est con celui-là » Parce qu'ils attendaient de moi que je sois autre chose qu'un enseignant. Sauf que c'est le soir, des fois on est fatigué, on a besoin de se protéger, et on se dit « Moi j'y vais pas, quoi.
J'ai pas le temps d'aller, il y a trop d'éléments personnels, etc. On se protège, je suis enseignant. L'autre est déçu, il vous catégorise comme un con, c'est évident. Il sort du bureau, il sort de quel con c'est Marshall, etc. Hein, il se croit boxe les trous, elles sont gauche, etc. Hein. Là, mais tout y passe. Hein. Donc, les catégories identitaires, elles sont présentes dans nos vies. Vous disais-je en préambule, de cette conférence, les catégories identitaires sont utiles, mais elles peuvent être terribles. Catégoriser l'autre est une chose. Croire que les catégories qu'on projette sur l'autre sont vraies en est une autre. Moi, je vous catégorise ce soir, mais est-ce que je crois réellement à mes catégories? Catégoriser l'autre est une chose, mais croire que les catégories que je projette sur l'autre sont réelles, absolument vraies, en est une autre. Et les catégories identitaires auxquelles on est attaché et qu'on croit vraies, nous permettent de dépouiller l'autre de son humanité avec des fois une facilité déconcertante. Toutes et tous ici, et moi y compris, on peut toutes et tous être monstrueux identitairement avec l'autre. Toutes et tous. Alors quand c'est dans le huis clos de sa voiture, on est tout seul, et que l'autre n'entend pas, c'est pas bien grave. Si l'autre n'entend pas et qu'il ne voit pas le mouvement de nos lèvres. Hein. Mais quand l'autre entend, et que j'entends faire à l'autre avec ma catégorie identitaire, parce que quand on projette sur l'autre une catégorie identitaire et qu'on lui dit, dans quelle mesure on fait l'autre? Dans quelle mesure on fait l'autre? C'est une question fondamentale, ça. Dans quelle mesure l'autre est en mesure et capable à d'autres supports identitaires pour dire « mais j'en veux pas de ta catégorie identitaire, j'en veux pas », mais c'est pas toujours le cas. Les enfants se construisent avec des catégories identitaires qu'on projette sur eux, qui ne sont pas toujours constructives et qui les réduisent à peu de choses. Parfois, la catégorisation identitaire, elle va tellement loin, et on l'a vu dans mon exemple tout à l'heure relatif à cette situation dans une tour d'habitat social extrêmement dégradée. Parfois, au nom de mes catégories identitaires, eh bien, j'extrais l'autre de la commune humanité sans jamais la réintégrer. Et là, ça devient extrêmement comment vous dire, délétère, les relations humaines. Et je vais me permettre cette formule. Et quand la sympathie a déserté notre regard, tout est permis. Quand la sympathie a déserté notre regard, tout est permis. Si, comme l'autre disait, au tournant du 19e et 20e siècle, quand Dieu est mort, tout est permis. Quand Dieu est mort, tout est permis. Mais quand l'amour a déserté notre regard, tout est permis. C'est vrai pour vous et pour moi. C'est toutes les ambivalences et plus que les ambivalences, les tensions fondamentales de l'être humain. Donc vous voyez que la catégorisation, elle a ces deux volets, ces deux volets dont il faut prendre acte. Et troisième logique constitutive de cette relation éthique, c'est donc cette logique de personnalisation. La logique de personnalisation, comme elle l'indique dans sa propre dénomination, cette logique-là, eh bien, il s'agit de percevoir l'autre, non plus en tant qu'être humain, non plus à travers des catégories, mais en tant que personne singulière et irréductible, c'est-à-dire non réductible à des catégories identitaires. C'est un très beau mot, ce mot irréductible. C'est prendre en compte l'identité personnelle de l'autre. Et c'est, par exemple, dans une relation de travail, c'est avoir quelques éléments de sa vie personnelle pour que l'autre soit plus qu'une catégorie identitaire, plus que ce que j'ai en tête, et pour pouvoir l'appréhender en tant que personne singulière, unique au monde, pour pouvoir respecter ce que, par exemple, Emmanuel Lévinas appellerait l'infini de l'autre, l'infinie singularité de l'autre. Là, ce soir, il y a, je ne sais pas loin d'une centaine de visages devant moi. Mais qu'est-ce que vous êtes beaux! Vous êtes tous infiniment singuliers. Et dans la logique de personnalisation, l'autre, vous voyez, d'ailleurs, je vous regarde là, non pas en tant qu'être humain avec des émotions communes, etc. Je ne vous regarde pas comme des étudiants ou des étudiants de l'Université pour tous, etc. Ou d'anciens étudiants ou étudiantes. Là, ce qui m'intéresse, je vous regarde réellement plus de la même façon. Ce qui m'intéresse, c'est vos visages.
chère Rolande. Et là, le prénom me revient. Alors ça, c'est extraordinaire. Quand vous regardez l'autre, dans la logique de personnalisation, les prénoms vous reviennent. Alors maintenant, là, je me suis... comment vous dire, je suis tout seul, je suis prisonnier de mon propre propos parce que quand en cours je me rappelle plus de vos prénoms, vous me dites une logique de personnalisation. Donc c'est pas bien ce que je viens de dire. Mais cette logique de personnalisation, elle m'invite à prendre au sérieux le fait que l'identité personnelle de chacune et chacun d'entre nous est toujours plus que les identités sociales qui le définissent. On est toujours plus que ce que l'autre croit que l'on est. On est même toujours plus que ce que l'on croit que l'on est soi-même. Et finalement, c'est être disponible à l'autre dans la singularité d'un parcours de vie, être disponible, moi, à ce que j'appelle la diversité des supports identitaires sur lesquels l'autre s'appuie d'une façon ou d'une autre pour exister, pas seulement vivre, exister en tant que personne. En tant que personne. Et pourquoi cette logique de personnalisation, en tout cas, me semble si importante, mais pas qu'à moi, hein, parce que dans nos sociétés contemporaines qui multiplient à ce point les références de sens, les supports de sens, les références identitaires, les cadres, tout ce que vous voulez, eh bien il revient à une seule instance d'affronter la question du sens de nos vies, c'est nous-mêmes en tant qu'individus. Hein. Ici, toutes et tous dans cette salle, ce que nous mettons au centre de notre vie, c'est notre vie. Ça ne veut pas dire qu'on est égoïste. Je peux mettre au centre de ma vie moi, et je décide, en tant que personne, je peux décider de donner de mon temps, donner de l'argent, aller chez Emmaüs, etc., trier des vêtements, etc. Donc c'est pas parce qu'on a une logique de personnalisation et que les individus contemporains mettent au centre de leur vie, finalement quoi ? Eh bien leur espace de sens personnel, qu'ils sont égoïstes. Mais pas du tout. Il y a jamais autant de dons dans notre société. Une énigme ça, hein. Une énigme. Hein. Une énigme, mais qui n'en est pas une, si on regarde, si on comprend qu'en fait, c'est l'important pour l'individu contemporain, c'est de décider en fait. C'est d'être un jeu. Mais ce jeu, à nouveau, n'est pas forcément égoïste, bien au contraire. Et du coup, cette relation éthique, vous disais-je, pour prendre forme, pour moi c'est très concret, elle repose sur un art, celui d'articuler précisément humanisation, catégorisation et personnalisation. Pour moi, c'est un art relationnel. Et alors, je terminerai là-dessus. C'est un art relationnel, et du coup, je me suis posé la question suivante. Est-ce qu'on peut penser une figure anthropologique, ou est-ce qu'on peut penser autrement l'être humain pour envisager que cette relation éthique devienne banale, mais au sens, là, pour le coup, au sens très positif du terme, il y a une banalité de cet art de la relation éthique. Pourquoi je pose cette question-là ? Parce qu'il y a deux figures anthropologiques qui dominent nos horizons de sens, y compris en sciences sociales. La figure d'Homo economicus. Nous sommes égoïstes, nous poursuivons des intérêts bien compris, nous sommes dans des logiques de distinction sociale, et finalement, il y a une figure anthropologique assez globale qui est, à mon avis, trop impensée, même si ici je vais très très vite, et qui irrigue de très nombreux travaux en sciences sociales. Moi, je ne dis pas que c'est inintéressant, je dis que ça repose sur un regard réducteur de l'être humain. Et que cette figure anthropologique d'Homo economicus, en plus, elle débouche par exemple en sociologie sur, alors en anglais, les collègues anglo-saxons diraient une dark sociology, une sociologie noire, désenchantée, où les êtres humains cherchent à être le meilleur, on cherche à se distinguer de l'autre, à prendre le dessus, etc. Et on est même plus attentif au fait que, par exemple, ce soir à la MSH, il y a une conférence, et on est une centaine d'individus à bien vivre ensemble, et on va papoter après, et en buvant un verre de jus de fruits, etc., et que finalement ça se passe bien. On ne s'intéresse même plus aux situations sociales de convivialité, où finalement il n'y a pas vraiment de distinction sociale, où l'autre m'intéresse aussi pour ce qu'il est. Et c'est même plus intéressant dans nombre de travaux. C'est une colère que j'ai. Je trouve
Je trouve ça, en fait, je trouve ça injuste moralement. Je n'aurais pas dit si j'avais écrit ce livre-là, donc c'est un essai, donc je me situe sur le terrain moral, ce que je n'aurais pas fait avant, et délétère analytiquement. Et moi-même, j'ai appris dans ma vie de chercheur à dessiller mes yeux, à dire à être attentif à de multiples formes de vie sociale qui ne se réduisent pas précisément à une, comment vous dire, une réalisation radicale de la figure d'Homo economicus. La vie sociale est bien plus complexe. Et du coup, alors vous allez vous dire, lui, moi j'ai déjà eu, on m'a déjà dit, mais toi Hervé, t'es un éternel enthousiaste, optimiste, etc. Alors là, je pense pas que ce soit vrai. Par contre, ce qui m'intéresse dans la vie sociale, effectivement, c'est pas uniquement ce qui ressort de nos penchants les plus sombres. Ça existe, hein, pas de souci. Mais je pense aussi qu'on doit apprendre à observer, à être interpellé par plein d'autres choses. Et enfin, il y a une deuxième figure anthropologique qui est très présente dans nos sociétés. Norbert Elias l'a nommé Homo clausus. Dire c'est une figure anthropologique qui peut se résumer par la formule suivante: ce que je suis, je me dois comme à moi-même, je ne t'associe pas rien aux autres, et puis c'est tout, je suis moi, et uniquement moi, c'est ma nature, je suis comme ça. Donc, l'autre a un droit à se taire, hein, pour être poli. Et là, il y a le mythe selon lequel l'individu est fondamentalement ce qu'il est, en fonction d'une nature profonde qui même déterminerait le sens de ce qu'il est. Je vais comme rappeler ce qui me paraît être une banalité, mais ce qui apparemment n'est pas toujours le cas, c'est que le sens de la vie ne résulte ni dans la vie elle-même, ni dans notre sang, ni dans nos gènes. Et alors là, pour le coup, je crois que tous les biologistes que j'ai lus, moi j'adore lire des biologistes, bon, on est à peu près, comme vous diriez un certain nombre d'entre vous, on est raccord. C'est fondamental, ça, c'est fondamental. Et la figure d'Homo clausus loge finalement le sens qu'on donne à notre vie dans la nature de l'être humain et dans une individualité qui se suffirait à elle-même. Moi, je parle souvent dans une individualité intransitive, qui n'a pas besoin de complément. Et ça, il y a Vincent Descombes, des philosophes qui ont écrit très très belles choses là-dessus. Alors, j'ai proposé, de manière extrêmement prétentieuse, j'en souris, mais je me suis dit, je me lance. Donc j'étais très vulnérable. Quand j'ai envoyé le livre à l'éditeur, je n'avais jamais eu autant peur de ma vie en envoyant un ouvrage. J'ai proposé une figure anthropologique que j'ai appelée Homo alterus. Peut-être que le livre aurait dû s'appeler comme ça. Et j'ai essayé de dresser le portrait d'Homo alterus. Je vais le faire très rapidement, puis ensuite nous discuterons ensemble, puisque nous sommes des Homo alterus, justement. Homo alterus, pour Homo alterus, la vie n'est pas une ligne droite. C'est un cheminement. Pour Homo alterus, le monde n'est pas un monde à exploiter. C'est un monde à explorer. C'est un monde que j'habite et qui m'habite. Certains retrouveront certains objets de mes cours ici, mais c'est fondamental, ça. Homo alterus, il n'est pas seulement un habitant, il est habité par le monde. Homo alterus, quand il regarde une rivière, c'est pas uniquement de l'eau. Cette rivière donne la vie, donne de la vie. Et si vous êtes pêcheur, vous le savez bien. Hein. Pour Homo alterus, un arbre n'est pas uniquement du bois. Un arbre, c'est un écosystème, ça donne de l'ombre, et un arbre, c'est un symbole. Un arbre, c'est peut-être même de la vie tout court. Ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas couper d'arbre. Hein. Homo alterus, il peut couper un arbre, mais il sait qu'il ne coupe pas uniquement du bois. Donc Homo alterus, me semble-t-il, est une nouvelle figure anthropologique que j'appellerais alternative. Moi, je la pense centrale. Voilà, vous me direz ce que vous en pensez. Et pour Homo alterus, il faut pratiquer non seulement un art de la relation éthique, mais un autre art, et c'est la fin du livre, un art de la disponibilité au monde, à l'autre et à soi.
Alors, je ne dis pas que je suis un parfait homo alterus, hein, le mythe de la perfection que vous oubliez, c'est une invitation. C'est une invitation, alors, que j'adresse peut-être déjà à moi, hein, une invitation à effectivement apprendre à ne pas seulement faire le monde et l'autre, selon mes catégories, mais à être fait. À être fait par le monde, à être fait par l'autre, et peut-être aussi à être fait par moi-même, par la découverte de ce que je suis. On a tous et tous de l'étrangeté en nous, mais ça je n'y reviendrai pas. Et Homo alterus, finalement, me semble-t-il, s'il est attaché à cet art d'une relation éthique, et à cet art d'une disponibilité à l'autre et au monde, ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas se protéger à nouveau à certains moments, hein, eh bien Homo alterus est peut-être, en tout cas pour moi, une façon de penser autrement ce qu'est l'être humain, de sortir ce que j'appellerais de canons anthropologiques, ça veut dire de conceptions fondamentales de l'être humain qui sont tellement normalisées qu'elles ne sont même plus discutées, même dans le champ des sciences sociales en grande partie, ce qui m'attriste. Parce que moi je pense que si je suis devenu universitaire, c'est précisément pour discuter de cela, parce que sinon, je pense qu'on rate quand même quelque chose de fondamental. Et donc, Homo alterus, finalement, se veut, et je reviens à Hannah Arendt, hein. Hannah Arendt nous invitait à penser finalement de nouvelles figures anthropologiques pour penser autrement l'avenir et ce qui est à venir. Et Homo alterus me semble assez utile aussi au moment... Enfin, utile, oh là là, c'est terrible, vous voyez le mot. Comme quoi, Homo economicus n'est jamais loin. Et Homo alterus me semble approprié pour aussi nous permettre de penser ce qui émerge en relation. Ce qui émerge en relation, et même si c'est un presque rien, et certains connaissent ma formule ici, je vois des sourires, mais dans les presque rien, il y a souvent des presque tout. Et avant de dire que c'est un presque rien, eh bien, on ferait bien d'être altéré par l'autre pour se rendre compte que ce presque rien dans mes yeux, pour l'autre, c'est pas du tout un presque rien, hein. C'est un presque tout parce que simplement se joue ce qu'il vit, c'est son existence. Donc, Homo alterus nous invite à tout cela. Donc, Homo alterus nous invite, et je terminerai là-dessus, à incarner ce que j'appellerais, avec Karl Marx, un homme complet. Alors, je suis désolé, hein, je vais vite, hein, mais plus personne ne lit Marx aujourd'hui. Mais Marx a des propos qui sont pour moi jubilatoires, hein, je vous le dis très clairement. Voilà, quand j'étais étudiant, hein, quand j'ai lu ça, ça ne m'a jamais quitté. Et Marx nous dit qu'est-ce que c'est un homme complet? C'est un homme qui est à la fois poète, qui est à la fois qui va travailler la logique par exemple, mais qui va aussi travailler son corps, et qui va aussi être flottant, disponible à la nature, qui va aussi être stratégique, etc. Bref, Homo alterus pour moi, c'est une figure anthropologique qui nous permet de réaliser, voilà, c'est ça, c'est pour ça que je l'ai pensé, de réaliser en nous, c'est-à-dire de faire advenir en nous, peut-être pas toutes, mais quand même, dans une large mesure, nos potentialités humaines. Dire Homo alterus est sensible au fait que nous réalisions à travers nos relations avec l'autre et le monde, et avec nous-mêmes, eh bien, de multiples potentialités qui sont humaines. C'est-à-dire, c'est de ne pas réduire l'être humain à peu de choses. C'est de se permettre finalement, moi ce que j'appelle dans l'ouvrage, une audace anthropologique. Une audace anthropologique. Dire de penser une figure humaine et par conséquent peut-être une société humaine à même de permettre la réalisation de nos multiples facultés humaines et faire en sorte que ces facultés se réalisent et deviennent fondamentalement des capacités réelles. Et à commencer par les facultés d'empathie et de sympathie. Et ça me semble le point le plus important. Voilà, je ne suis pas plus loin. Merci, j'espère que j'ai été clair.
Hugo, alors... ben voilà, Hugo, il y a une petite micro là, merci beaucoup, hein, c'est très très... Merci beaucoup. Merci à tous d'être venus. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à lever la main, vous passerez le micro. Merci. Bonsoir, merci beaucoup pour la conférence. J'avais une question un petit peu d'ordre théorique sur la question d'invariant anthropologique. Dans le sens où, du coup, la notion d'invariant anthropologique est quelque chose qui a été beaucoup discuté dans les sciences humaines, on va dire d'Aristote à Marx, etc., l'animal social, l'animal politique, pas du Homo adaptivus avec Marx et Salomon. Et du coup, sur la question en fait porte sur le rapport entre le besoin de singularité identitaire, dont vous avez beaucoup parlé. Le micro. Pardon, excusez-moi. Le rapport du coup, entre du coup, l'unicité, la singularité de l'identité et le côté historique. C'est-à-dire que je pense particulièrement à la thèse de Martuchelli sur la question de ça, qui explique justement que cette question d'identité, on va dire unique, elle provient du courant individuel, qui provient d'une forme de vision anthropologique qui est le Homo economicus sur certains points. Et du coup, en fait, ma question, c'est est-ce que le fait de revendiquer une unicité identitaire, c'est pas une manière de nier une forme de commune humanité? Bien. Et sympa, oui. Je reverrai, je pense, en cours. Merci beaucoup. Bien évidemment, c'est une question qui m'a occupé dans le livre. Il y a quelques questions qui me hantent depuis que le livre est sorti. Et je doute, mais le doute c'est très bien, parce que je ne crois pas vraiment en certaines choses, donc surtout dans mes propres catégories, c'est pas mal. Mais par exemple, les formes de banalité de mal identitaire que j'ai relevées ont des formes historiques. Elles ont des formes historiques dans le livre. En revanche, les processus de réduction identitaire, bien évidemment, ont toujours existé. C'est dans les sociétés humaines. Ça prend des formes particulières. Donc ça, c'est important, ils sont indexés historiquement. Par contre, la logique de catégorisation radicale, elle est humaine. Elle est humaine. Eh bien, pour le processus de singularisation, effectivement, de Danilo Martuchelli et beaucoup d'autres, montre bien que ça renvoie à une époque donnée, et bien évidemment, la logique de personnalisation, j'ai insisté dessus, parce que, à nouveau, dans nos sociétés contemporaines, aujourd'hui, eh bien, le fait d'être considéré comme une personne, c'est important pour la plupart d'entre nous, en fait, pour nous toutes et nous tous. Ça ne veut pas dire que c'est totalement relatif à notre période. Et c'est une question compliquée, mais vouloir être reconnu comme une personne, le sentiment d'être un individu unique, a existé bien sûr à d'autres périodes historiques, mais de façon beaucoup moins intense, certainement, de façon beaucoup moins, de façon beaucoup moins éprouvée, éprouvante, de façon beaucoup moins saillante. Et il y avait d'autres logiques d'identification et d'autres façons de se percevoir qui dominaient en fonction de l'époque historique. Oui, bien évidemment. Alors, est-ce que c'est mettre l'accent sur la logique de personnalisation? Est-ce que ce n'est pas une façon de nier le commun? C'est ça, si j'ai bien compris la question. Ma réponse est clairement non. Parce que il y a quelque chose certainement pour moi, alors je pense qu'il faut prendre des risques à un moment dans sa vie de chercheur, mais au regard aussi de tous les auteurs et toutes mes références, enfin tout ce qui est cité dans ce livre, la question est clairement non, parce que il y a certainement à nouveau une dimension anthropologique dans le fait d'être reconnu comme une personne. Après, quelle expression historique elle prend, cette dimension anthropologique, je n'en sais rien. Après, je voudrais vous donner aussi une petite anecdote c'est une anecdote qui est tellement importante. Dans le livre, je me suis souvenu de mes lectures de Maurice Blanchot. Je devais être étudiant, je regarde, et Maurice Blanchot, et il y a quelque chose qui m'est revenu, et je le cite dans le livre, c'est que c'est pas parce qu'on sauve sa peau qu'on est égoïste. Et Maurice Blanchot a une expression que je trouve
terriblement belle. Il y a parfois un égoïsme sans ego, des égos qui sont dépourvus d'égoïsme, parce que je sauve ma peau, et sauver sa peau, c'est pas forcément être égoïste. Hein, lui, il parle des camps de concentration, hein, etc. Et donc c'est important parce qu'on voit que justement ça peut prendre diverses expressions, diverses formes, et pourtant c'est bien moi en tant que personne, avec une intériorité, ma sensation de faim, parce que je crève la dalle, parce que j'ai envie de vivre, parce que j'ai une pulsion de vie, pas un instinct, une pulsion de vie, et que j'ai envie, quelque chose qui fait que j'ai envie de vivre, et qu'est-ce qui fait qu'aussi, qu'est-ce qui fait que, comme a très bien montré Michael Pollack, c'est pas vrai. Des fois j'ai envie de vivre, mais pour mieux ne pas vivre. Michael Pollack, hein, dans l'expérience concentrationnaire, l'a très bien montré aussi. Donc, je pense que derrière ça, il y a du commun. Et je ne sais plus si je vous l'ai dit, hein, mais dans la logique de personnalisation, la faculté humaine, anthropologique, naturelle, qui est présente, c'est l'empathie. C'est l'empathie. La sympathie ouvre sur l'universel, l'empathie ouvre sur le personnel. Et donc, Hugo et toutes et tous, ce que je connais comme certains prénoms ici, eh bien toutes et tous, et d'ailleurs en vous appelant par votre prénom, eh bien, je réalise là, en ce moment, et je devrais vous remercier infiniment, je réalise en ce moment ma faculté d'empathie. Parce que j'ai envie, moi, de voir qui est un peu Hugo. Ah, qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il va lire mon bouquin? Peut-être qu'il l'a déjà lu, etc. Puis bien d'autres choses, bien évidemment, je taquine. Et donc je réalise quelque chose qui est éminemment commun, parce que c'est humain. C'est humain. Voilà. Je vous en prie, hein. Merci Hugo, merci beaucoup. Merci. Je me demandais si jamais, du coup, vos trois logiques, humanisation, catégorisation et personnalisation, ne se rattachaient pas en psychologie sociale aux logiques supraordonnées, intermédiaires et subordonnées. Oui, je crois que... Ouais, merci Léa. Je crois que, effectivement, il y a quelques années, c'était un soir tard, et puis je me suis retrouvé avec des psychanalystes, des psychologues et des psychosociologues. Je me suis dit, je ne vais pas ressortir vivant. Mes catégories identitaires étaient bien étriquées, hein, d'accord, bien réductrices. C'était un vrai bonheur, un véritable bonheur. Et je pense que, en fait, effectivement, en psychosociologie, en psychologie, en psychanalyse, mais même en philosophie morale, parce qu'une psychanalyste, ce soir-là, m'a renvoyé vers des textes de philosophie morale du 19e siècle, où finalement, moi, les trois volets de ce que j'appelle une relation humaine éthique sont dits autrement. Alors on en prend un coup moral, hein, parce qu'on se dit, mince, ça a déjà été écrit peut-être en 1860. Moi j'ai cru que j'avais découvert quelque chose. Donc, mais oui, Léa. Et en même temps, c'est rassurant. Parce que moi j'ai mis mes mots à moi, mes mots de quoi? De socio-anthropologue qui aime bien lire de la philosophie, en gros. Et en fait, on se rend compte que dans d'autres disciplines, finalement, mon collègue et ami Jean-Christophe Marcel dirait finalement, quand on regarde les choses analytiquement et qu'on entend être justement fait par nos observations, je pense que finalement, on en arrive aux mêmes conclusions. Ce sont des mots différents, alors attention, hein, les portées analytiques ne sont pas les mêmes. Moi, il y a clairement une portée, j'appellerais ça éthico-anthropologique, alors bien sûr elle est politique aussi, mais comment vous dire, la terminologie là, que vous citez, Léa, il y a d'autres façons de le dire, aurait d'autres portées analytiques. Hein. Moi, je me situe sur un terrain, vous avez compris en fait, c'est le terrain de l'anthropologie qui m'intéresse. Certains le savent bien ici, certains le savent bien, mais je ne suis pas sur un plan méthodologique, je ne suis pas sur un plan théorique, je ne suis pas sur un plan des ontologies, je ne rentre pas soit par les réseaux, les institutions, l'individu, pardon. Et si ce qui m'intéresse, c'est d'interroger les conceptions fondamentales que nous avons d'être humain et qui président finalement à ce que nous pensons et à ce que nous faisons. En fait, ce qui m'intéresse, moi, dans ce livre, et ce qui m'intéresse en Master 2, hein, en séminaire de Master 2, c'est d'interroger finalement nos impensés anthropologiques.
et de nous amener, alors moi je pense que c'est mon travail, mais de nous amener à réfléchir, et moi y compris, à nous amener à réfléchir sur ce que je pense fondamentalement d'un être humain. C'est-à-dire, alors c'est toujours Hannah Arendt, elle dit à plusieurs reprises, me semble-t-il, je me rappelle bien, mais il faut penser ce que nous faisons. Quand je dis ça de l'être humain, qu'est-ce que je suis en train de faire anthropologiquement? Quel regard je véhicule? Et donc ces trois versants-là que je vous invite à conjuguer, à articuler, oui Léa et toutes et tous, on les retrouve dans votre théorie, et ça veut dire qu'il y a certainement quelque chose, certainement d'humain, en fait, et qui renvoie à des facultés humaines. Je me permets, une faculté, elle est en nous. Mais une faculté humaine, elle ne devient pas forcément une capacité. Elle peut très bien ne pas se réaliser, notamment quand on se prive de l'autre. Dans le livre, il y a tout un chapitre, il y a 3 niveaux d'écriture. Mais ici, bien, il faut l'acheter, il est bien. C'est ce que je n'aurais pas vous dire ça, il y a 3 niveaux d'écriture, vous allez dire, oh là, le sociologue, là. Non, il y a 2 incises, une très théorique à la fin, si vous n'êtes pas en sociologie, vous ne la lisez pas, tout le reste, on peut lire. Il y a une incise, ce que j'appelais, je ne sais plus comment j'ai appelé ça, ou une incise, sur le verre. Et pourquoi j'ai interrogé le verre, vous allez voir là où je vais en venir et toutes et tous, c'est que le verre est un matériau qu'on n'interroge pas, qui est présent dans notre société. Mais le verre a des effets anthropologiques. Le verre peut me séparer de l'autre. Il y a des parois de verre, il y a des murs de verre. Un mur de verre, m'empêche de toucher l'autre, m'empêche d'entendre l'autre, de parler avec l'autre. Je ne fais que le voir, et encore. Et encore, quand on observe les choses, le verre invisibilise. Combien de gens sont derrière des murs de verre et ils sont invisibilisés? Alors moi j'ai joué sur les jeux de mots, je me suis amusé, c'est toute une digression qui a été validée par mes pairs, c'était publié dans une revue scientifique et là je l'ai augmenté, donc achetez-le, vous avez des versions. Je vous taquine. Mais le verre verrouille l'autre. Alors c'est un jeu de mots, mais pour moi c'est pas qu'un jeu de mots. Le verre il met l'autre sous cloche. Et donc là il n'y a plus ces 3 versants. Je vais vous raconter, si vous le permettez, une petite anecdote qui est un souvenir et qui m'a beaucoup interpellé. Une fois j'étais fatigué et puis une amie très proche me dit Hervé, allez viens, je t'ai réservé une croisière en Égypte. Je vous sais rien. Et moi, elle me connaissait, une croisière. Je dis c'est pas, si tu m'oublies. Elle me dit allez viens avec moi. Et j'étais fatigué. Je lui dis ok. Je viens. Et on s'en fout, je ne suis pas là pour dire que j'ai fait une croisière en Égypte. Je suis là pour vous dire la leçon que j'ai prise. Mais une leçon. Et donc, je me dis, tant qu'à faire, je vais observer. Et donc, on prend l'avion, bien évidemment, on commence par voir des Égyptiens à travers le hublot de l'avion. On descend de l'avion, on arrive dans un aéroport avec des parois de verre partout, on nous met dans un bus climatisé, et là, on voit des Égyptiens, beaucoup sont pauvres, à travers les vitres du bus. Et beaucoup prennent en plus des photos. Alors, je vais me permettre quelque chose qui me regarde moi, et si je vous agace, vous me le direz après, mais gentiment. Prendre en photo des pauvres, moi c'est un peu étranger. Bon, je vous le dis très clairement, mais donc, en plus, on prend des photos, donc il y a la vitre du bus, et en plus, il y a la focale de l'appareil photo. Et je l'ai visionné ensuite sur mon portable, écran de verre, l'autre. On arrive, le bus nous décharge, c'est à peu près le mot, nous décharge sur un paquebot et la croisière commence. Donc on voit des pauvres, parce qu'il y a beaucoup de gens qui faisaient la manche et tout, à travers les parois de verre, vous savez, sur le pont, et sinon, dans nos cabines, via le hublot. Et je me dis, mais quand est-ce que je vais pouvoir toucher un Égyptien, lui serrer la main? Vraiment, Et alors en plus, sur le pont, on était avec les parois de verre sur le pont, donc on regardait d'en haut les pauvres, nous les riches, coucou, et en plus on tapait sur nos ordinateurs pour Abou Simbel, Luxor, et en plus on était sur nos ordinateurs pour voir l'Égypte à travers nos écrans d'ordinateur. Et là, je tiens un journal de bord, alors la personne qui est avec moi me dit « Ah mais t'es tout le temps en train de bosser ». Je dis « Attends, c'est le shoot existentiel du sociologue ». Donc, alors je rigole, mais le shoot existentiel qui m'a... J'en ai fait un article scientifique 3 ans après. Parce
que j'ai repris mon journal de bord, j'ai tout détaillé, ça fait 15 pages dans le livre, et ce ne sont que des faits. Que des faits. Hein. Et donc, ça a été, j'en ai la chair de poule hein, quand je vous raconte ça, parce que du coup, la croisière, à part ça, elle était super. Donc, j'essaie comme d'aller voir les quelques Égyptiens qui prennent soin de nous, hein, parce qu'on ne les voit pas beaucoup, parce qu'ils se cachaient. Alors, c'était bordé de bouffe partout, hein, si vous connaissez ça, il y avait de la bouffe partout, le lit était super bien fait, et je finis quand même par croiser 2-3 Égyptiens. Quand je dis 3, c'est vrai, hein, pas plus. Et on repart, on prend l'avion et tout. Et je me dis, mais c'est pas possible. En fait, le verre m'a constamment séparé de l'autre. Et ça isole un seul sens, la vue. Or, la vue, et c'est la grande leçon de Georges Simmel, la vue a une caractéristique particulière, c'est qu'elle me conduit à croire que l'autre, il est uniquement ce que je pense de lui. Comme je ne peux pas être dans une relation sensible avec lui, mais qui est réduite uniquement à la vue, eh bien forcément l'autre est réduit aux représentations que j'ai en tête. Je suis dans le confort de mes catégories identitaires, comme dirait, confort au sens de Camus. Le verre nous empêche. Moi je me suis révolté contre le verre au sens de Camus. Je me révolte contre le verre. Je pense qu'il faut interroger ce matériau. Voilà, mais c'est pour justement être dans ces 3 versants. Comme quoi, une croisière en Égypte. Oui. Merci beaucoup. Je vous en prie, Léa, merci à vous. Les anecdotes sont importantes pour que vous compreniez bien l'esprit du livre. Non, moi je me demandais si le spectacle, par exemple, j'ai assisté à West Side Story, donc c'est l'occasion de vous poser la question, est-ce que sur des spectacles faits par des purs amateurs, 200 choristes, 50 musiciens, des danseurs, est-ce que ça vous intéresse en tant que sociologue? Vous avez le temps? On est bien, hein? On est bien à la MSH. Je dis ça parce que je suis en train de chambrer le régisseur de la MSH, Benoît, qu'on adore toutes et tous ici, qui va se dire mais Hervé il n'est pas parti. Et... Bref, je lui ai promis certaines choses. Oui, mais plus sérieusement, bon, je ne vais pas vous dire que je suis un grand spécialiste et que tous les soirs, mais il n'y a pas si longtemps, je me suis laissé faire, c'est bien les mots, hein, homo alterus. Je me suis laissé faire par un spectacle à la télé un soir, dans un peu d'observation flottante, hein, je dis ça pour le nombre d'étudiants ici. Observation flottante, c'est disponible au monde, et c'était un spectacle où des êtres humains étaient ensemble, et il y avait notamment des gens de couleurs différentes, et où effectivement les relations sensibles étaient une leçon contre le décloisonnement contre le cloisonnement des identités, pardon. Vraiment une véritable leçon. Et le spectacle aussi montrait la monstruosité humaine. Moi, je ne suis pas, je suis pas un spécialiste, et vous avez compris que je ne suis pas le grand écart tous les soirs, mais c'est quand même, en fait, qu'on soit dans un champ disciplinaire relatif à la psychanalyse, à la psychosociologie, à la sociologie, l'anthropologie, et bien évidemment, moi, dans ma vie de chercheur, j'ai travaillé avec plusieurs artistes qui m'ont, apporté des leçons, je dis souvent sur des plateaux, qui me disent, mais Hervé, toi t'es sociologue, mais là Et nous les sociologues, c'est génial la sociologie, par contre on n'a pas tellement d'imaginaire. Hein. Mais ça me peine, et donc ces relations sensibles, effectivement, et les mettre en... Comment vous dire, les mettre en œuvre, les mettre en forme concrètement, peuvent permettre de comprendre justement notre monstruosité humaine, mais aussi notre sympathie la plus concrète, notre sympathie directe. Quand vous avez un corps démantelé, parce que le danseur, il a un talent incroyable, mais derrière, il a 20 ans de boulot, hein, comme on le sait tous, hein, et que vous vous rendez compte que finalement, à certains moments, il n'est même plus un être humain, il n'est même plus une chose, parce qu'il y a des choses, hein, comme sa voiture, on y fait attention, hein, donc il n'est même pas ça. Eh bien oui, on se rencontre en fait. En fait, on se rencontre. Et ça revient aussi à ce que disait Léa tout à l'heure, hein, mais comment vous dire, ce livre-là n'est pas du tout le fruit d'une colère, hein, le fruit d'une peur.
C'est ma peur. Hein. Alors, je crois savoir pourquoi. Moi, je ne suis pas là pour faire une thérapie en direct. Hein, elle est faite, hein, c'est écrit, c'est 200 pages. Ça va. Mais cette peur, c'est une peur justement de ne plus interroger. De ne plus interroger l'impossibilité d'une relation sensible à l'autre, par exemple. Voyez ? Et de ne plus pouvoir imaginer, effectivement, imaginer une relation où en fait, on est tellement altéré par l'autre que notre sensibilité, en fait, on ne sait pas trop les limites. Moi, je trouve ça super beau, et ça, c'est pas très sociologique, mais on s'en fout, en fait. Mais, moi, j'ai ressenti avec ce spectacle cette idée d'infini, de calme et de présence à soi, quoi. Sans les catégories oui. Comme ça. Oui, je vais encore vous raconter une anecdote, si vous permettez, mais du coup, vous allez bien comprendre aussi d'où je parle. Hein. Puis, en 2017, une artiste que je connaissais un petit peu, qui était venue à une conférence comme ça, qui vient me voir à la fin de la conférence, elle me dit c'est Françoise Klein. Je crois que je l'aime, hein, Françoise Klein. Voilà, faut dire que, moi j'ai eu beaucoup d'amour existentiel, hein, les étudiants le savent. Mais Françoise, elle vient me voir, elle me dit que je vous veux dans mon équipe, j'interviens en prison. Puis moi je la regarde pour que se prend, elle là, etc. Puis en fait, elle me dit non, mais je veux vraiment travailler avec vous. Et je lui dis ok, à une seule condition. Le premier atelier qu'on fait dans un centre de pénitentiaire, c'est-à-dire que des détenus de longue peine, hein, que des détenus de longue peine. Hein. Vous avez tous fait des choses terribles. Voilà, je dis pas monstrueuses exprès, ouais, je réfléchis à mes mots, mais ce n'était pas des assassins, c'était bien d'autres choses. Et en fait, je dis si jamais je ne suis pas capable de sortir de mes émotions, de certaines de mes catégories identitaires, parce que je suis pris par le contexte, j'arrête tout de suite. Parce que de toute façon, ils sont jugés par tout le monde, si en plus ils sont jugés par un sociologue, franchement, ça n'avance à rien. Et vraiment, hein. Et je me l'étais promis intérieurement. Et à ma grande surprise, j'ai réussi à être sociologue. Je vous dis ça parce que, du coup, ça m'a permis de mettre des mots par rapport à cette relation éthique, de mettre des mots sur ce qu'on a vécu pendant 2 ans. Du coup, je me suis retrouvé pendant 2 ans embarqué dans cette formidable aventure qui a été pour moi très très formatrice, mais très éprouvante. Très très éprouvante. J'étais très fatigué suite à cette aventure, parce que effectivement, là, vous êtes dans une éthique de la disponibilité. Alors, hein, j'entends bien, il y a un spectacle, etc. Mais là, vous êtes dans une éthique de la disponibilité qui vous invite aussi à un certain moment à vous protéger, parce que c'est quand même pas rien. Mais en même temps, humainement, c'est pour ça que j'avais retranscrit dans un livre qui s'intitule Le détenu et le sociologue, un entretien in extenso de 160 pages. Et parce que j'ai eu l'occasion de m'entretenir 4 fois 4 heures avec un détenu dans sa cellule. Ça a été pour moi, je ne le ferai plus. Très très éprouvant. Parce que je suis resté sociologue et 4 heures d'entretien en face à face. Et en faisant des relances, c'est un état d'épuisement pour moi, mental et émotionnel. Mais du coup, la sensibilité et la disponibilité à ce qu'est l'autre, dans une institution totale, mais qui ne totalise pas l'autre, parce qu'il est bien plus que cela, et on a accédé à l'imaginaire, à la capacité relationnelle, et on a fait émerger plein de choses en relation, et c'est incroyable ce qui s'est passé après. Et les artistes, avec leur forme artistique, qui n'est pas du tout une forme sociologique, pour moi le mot forme est important, parce que pour moi on est en formation. Homo alterus, il est en formation. Vous voyez, quand on est ensemble en cours, avec beaucoup d'entre vous, eh bien, d'ailleurs, je vous remercie très souvent, j'espère toujours, mais des fois je dois oublier, parce que moi je suis en formation avec vous. Et on est en train de se former. Et c'est ça, hein, pour moi, que ce spectacle dont vous parlez, et en fait, cette attention et cette disponibilité à la sensibilité de l'autre, ça nous permet d'être en formation. En fait, pour moi, c'est ça être en vie. Je vous en prie. Lors de vos cours à l'UTB, oui, vous avez parlé du mot disponibilité. Oui. Mais la disponibilité n'est pas évidente au quotidien. Non. Pour des raisons diverses, hein, travail, contraintes,
timing par rapport à des contraintes. Et c'est pas facile d'avoir une attitude, comme vous avez exposé, en tant qu'être humain. Ouais. Oui, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Je dis souvent, si c'était facile, ça se saurait d'ailleurs. Et si c'était facile, j'aurais pas besoin d'écrire un livre et de terminer là-dessus. À la fin du livre, la conclusion, vous savez, ce matin, je vais vous dire, en me levant ce matin, je me suis dit, je vais vous lire ma conclusion. Je ne vais pas vous faire ça, elle fait 2 pages et demie, je ne vais pas le faire. Mais j'avais très envie de vous lire ma conclusion. Mais se lire soi-même, c'est quand même, je ne suis pas sûr que ce soit très homo erectorus tout ça. Il faudrait que je mette ça au clair dans ma petite tête. Mais effectivement, la disponibilité à l'autre n'est pas facile. Moi, j'aime bien la notion d'art. Parce que ça veut dire qu'il n'y a pas de recette. Et à nouveau, on a le droit d'être fatigué. Il n'y a pas longtemps, alors je ne vais pas aller loin, je vais me permettre parce que je dirige cette très belle message depuis 8 mois. Et c'est pas évident d'être directeur, parce qu'on a des journées bien remplies, mais c'est intensément bien, tout va très vraiment bien. Mais c'est pas évident d'être toujours disponible. C'est pas évident d'être toujours disponible. Et certains ici, je regarde, il y a au moins 2-3 personnes qui le savent. Des fois, je passe à toute vitesse. Mais c'est un art. Et c'est un art. Et moi, j'en appelle, je n'ai aucune prétention. Hein. Moi, j'essaie, mais devenir des artistes de la disponibilité, en tout cas, moi, un artiste de la disponibilité, je ne crois pas. Mais des artisans, ça me plaît bien. Moi, ça me plaît bien quand je me dis, tiens, Hervé, tu as été un peu un artisan de la disponibilité à l'autre. Tu as fait ce que tu as pu. Mais à nouveau, hein, il ne s'agit pas de culpabiliser, hein, on a le droit d'être fatigué. J'ai une amie, une femme qui a un autre amour existentiel de ma vie, qui m'a dit un jour, elle me l'adressait à moi, elle me dit, Hervé, tu sais, elle me voit, hein, vous savez, mon cher Hervé, on est tous un jour des pauvres types. Ça m'a totalement scotché. Elle me disait à moi, en gros, toi, le sociologue universitaire, et super, t'es parfait, tu ne racontes pas, moi. Cette femme, c'est une femme qui est disponible à l'autre. Et cette femme-là, j'y pense souvent, hein, pour être là ce soir. Et c'est ça qu'elle voulait me dire. En fait, on est disponible à l'autre, mais quand on ne l'est pas, c'est pas grave. Simplement, il faut le savoir. Voilà, c'est tout. Mais essayons d'être des artisans. Et puis à nouveau, on a le droit de se protéger. Il ne s'agit pas d'être toujours disponible à l'autre. Des fois, on est affecté durablement par certaines choses, toutes et tous ici. Je vous ai dit qu'en centre pénitentiaire, être disponible pendant 3h30 en face à face, mais c'est très éprouvant. Moi, c'était mon job d'être disponible à l'autre pour le comprendre. Et en plus, il ne me demandait rien. C'est moi qui l'avais demandé. Et donc, c'est pas l'objectif. Mais c'est vrai que, excusez-moi l'expression, mais du coup, quand même, quand on essaie de devenir des artisans de la disponibilité à l'autre, ça nous rend quand même moins cons. Par rapport à... Non, mais humainement parlant, hein, j'entends, je me permets. Et aussi, ce qu'il y a dans ce livre, et moi, je ne suis pas un spécialiste, mais c'est aussi d'être disponible au monde. Au monde. Si vous le permettez, je vais encore vous raconter une petite anecdote. Parce que finalement, la vie... Pendant pas mal d'années, j'avais une petite maison au fin fond des Vosges. Bref, cette maison-là, je ne l'ai plus, mais on s'en fout. C'est pas ça important. Et du coup, on n'avait pas de compteur d'eau dans les maisons. Il n'y avait pas de compteur d'eau dans les maisons et la préfecture, pour des raisons d'hygiène, a imposé les compteurs d'eau. Moi, je n'ai rien contre le fait d'imposer des compteurs d'eau. Le problème, pour moi, et là aussi j'ai observé, parce que c'était, puis moi je connaissais très très bien les personnes, hein, j'étais plus élu dans cette commune, donc on m'ouvrait les portes. Et ce qui m'a interpellé, c'est qu'en fait, on avait une seule conception de l'eau. Une eau calculée, excellisée, une eau comptée, mesurée, une eau rationnelle, une eau abstraite, dirait Émile Durkheim, une eau rationnelle, abstraite. C'est un tableau Excel, voilà, notre eau c'est ça. Et les gens du village, que moi je connaissais bien, eux, ils connaissaient parfaitement l'eau. On était dans le massif vosgien, ils savaient d'où elle venait, ils savaient tout ce que l'eau donnait. L'eau, elle donne. Homo alterus est sensible au monde, est sensible au fait que l'eau donne quelque chose.
Donc c'est pas moi qui excellise l'eau, c'est pas moi qui a réduit un tableau Excel, je suis aussi sensible au fait que quoi? Que cette eau, elle me fait vivre. Et que bien avant qu'il y ait des compteurs, cette eau, elle nous a fait quelque chose. Écoutez bien, elle nous a fait quelque chose. Je me laisse faire par l'eau. Et je me rappelle très bien, quand j'allais voir des amis, qui me disaient « Oh, regarde la bonne eau fraîche du village, la bonne eau terreuse, elle était rocailleuse pour eux, plein d'adjectifs. » Et en fait, ils se laissaient faire par l'eau. Et pourquoi je vous raconte cette anecdote? Parce que Economicus, il fait l'eau. Il la compte. Il y a une seule définition de l'eau. Or, au regard des enjeux écologiques, climatiques, qui nous attendent, ce que j'aimerais vous dire, c'est que si on prend soin de l'eau uniquement parce qu'elle est chère, à mon avis, on va dans le mur. Moi, je pense qu'on doit prendre soin de l'eau, parce que l'eau, elle nous fait. Et c'est fondamental pour moi. Et c'est dans ce village que j'ai pris conscience de cela. Je me dis, mais en fait, il y a des personnes, il y a des gens que personne n'écoute. Ils ont une vision animiste de l'eau. L'eau, elle fait quelque chose. L'eau, elle anime. Elle donne la vie. Ce qu'on appelle vraiment l'eau, du coup, devient pas que de l'eau. Devient une entité. De toute façon, l'eau, c'est l'histoire du monde. Hein. Après, il y a des spécialistes ici qui diraient des choses passionnantes là-dessus. Et donc, Homo economicus fait l'eau, et on prend soin de l'eau parce qu'elle coûte cher. Homo alterus. L'eau me fait quelque chose, et je prends soin de l'autre, de l'eau, parce que l'eau, elle me pénètre au plus profond de moi. Et que sans l'eau, je ne suis pas là. Mais vous voyez, c'est un renversement. Et moi, quand je vois, il faut prendre soin de l'eau parce qu'elle coûte cher, et ça me met en colère. Donc si elle n'est pas chère, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Donc on n'en prend pas soin. Enfin, on réfléchit à ce qu'on dit, vous voyez. Et c'est ça, en fait, le renversement de perspective. Je ne suis pas du tout le seul à le dire, hein. Mais moi, la figure que je propose, c'est Homo alterus. Voilà, c'est comment on est travaillé par le monde, interpellé par le monde, et comment je me laisse pénétrer par une substance, et que cette substance, eh bien non, elle est vraiment pas qu'un tableau Excel. Voilà. Rolande, je vous en prie. Quel plaisir, Rolande. Mais toutes et tous, hein, vous êtes super. Rolande. Merci pour la conférence. Du coup, j'avais une question qui va rebondir sur deux autres questions. On a parlé de la singularité, comme l'a vu Marc Kelly, hein. Mais dans la singularité, il y a aussi cette recherche d'être vu par l'autre et du groupe. Vous avez parlé aussi de ce verre qui nous sépare des autres, mais aujourd'hui, nos écrans, ces écrans de verre, nous permettent d'être autant plus connectés à l'autre, même si des fois par des formes altérées d'une vision de notre vie qui n'est pas la même. Est-ce que dans cette même idée, on ne peut pas penser que le fait de devenir des monstres identitaires, ça découle plutôt du fait d'un dialogue social qui a été rompu, hein, et de cette méconnaissance qu'on arrive à l'autre? Rolande fait du Rolande, merci. Merci beaucoup, Rolande. Déjà, une première précision, moi quand j'interroge le verre, on est d'accord, c'est dans ces versants délétères, négatifs, du point de vue de la socialité humaine, parce que c'est comment c'est interrogé, mais bien évidemment que le verre peut nous relier, nous connecter, etc. Et que c'est quand même génial par ailleurs, hein, on est d'accord. Hein. Mais le sens du verre n'est pas dans le verre. Hein. Le sens du verre n'est pas dans le verre, et on voit que parfois le verre prend des tournures qu'on n'interroge pas suffisamment. C'est un premier point, et puis effectivement, Rolande, vous avez parlé de dialogue social. Comment dire, je suis un peu aujourd'hui, je suis assez étonné que par exemple, et je dis mais tout pour vous Roland bien évidemment, hein, que le dialogue social, il faut faire du dialogue, mais ça tombe d'en haut, il faut faire du dialogue. Moi je dis qu'il faut faire du dialogue, injonction paradoxale quand même, hein. Il faut faire du dialogue, mais moi je ne dialogue pas avec toi, hein, parce que je dis qu'il faut faire du dialogue. Il faut que tu sois libre, hein. Je dis d'être libre, mais c'est moi qui te dis d'être libre. Injonction paradoxale, et je suis en fait surpris, interpellé par de telles injonctions. Et par exemple, et je vais répondre, je vais faire un petit détour, Rolande, et pour en revenir à ce que vous dites,
Aujourd'hui, on parle beaucoup de territoire. Des territoires. Donc, il faut prendre soin du territoire. Donc, on va faire une France des territoires. Le territoire, moi j'ai rien contre. Le territoire, il est construit très souvent à partir d'indicateurs. Nous, les sociologues, nous construisons des indicateurs, et c'est très bien. Mais croire que le territoire correspond à toute l'expérience qu'on a de l'espace, c'est une erreur. Il ne faut pas confondre territoire et territorialité. La territorialité, c'est quoi? C'est le territoire vécu, ressenti, éprouvé. Éprouvé, je suis éprouvé. C'est le territoire que j'ai dans les tripes. C'est le territoire sur lequel je construis des aspirations. C'est le platane qui est là quand j'étais tout gosse, et quand j'y vais, j'ai une émotion forte. L'autre, il m'explique que c'est du bois, que c'est uniquement du bois qu'il faut le couper, parce que ça salit sa bagnole. Donc on ne peut pas être d'accord, parce que moi, c'est pas qu'un platane. Et pourquoi je vous dis cela, Rolande? Parce qu'en fait, le dialogue social, comme vous dites, Rolande, eh bien, dans une société contemporaine où les individus sont singularisés et entendent être entendus en tant que personnes, eh bien, si on ne comprend pas la territorialité, si on ne comprend pas ce que les gens vivent concrètement, et qu'on parle à leur place, et qu'on les récite d'en haut, ça ne peut pas marcher. Et ça crée du ressentiment. Et le ressentiment, c'est le poison de la démocratie. Poison de la démocratie. Et ça, je suis... moi, alors je dis souvent, je suis un peu un VRP de la territorialité. Quand je vous dis en cours, en Master 2, vous le savez bien, mais la parole, c'est pas la langue, et la parole, c'est une mise en forme singulière du monde. Et quand quelqu'un raconte son rapport à l'eau, par exemple, c'est comme ça qu'il met en forme le monde. Moi, je ne dis pas qu'il faut écouter tout, il faut tout prendre en compte, mais je dis que ça, c'est le déni, le dialogue social n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Dans une société où on a envie d'être reconnu en tant que personne et où on est tous plus ou moins convaincus que ce qu'on dit, c'est pas trop con, et que ça vaut un peu la peine quand même d'exister et d'être reconnu par l'autre, alors je ne peux pas accepter d'être récité par l'autre de l'extérieur et qu'on me dise « fais du dialogue social ». Et en plus, on le dit à ceux qui sont le plus en difficulté de faire du dialogue social. Pour le dire très clairement, moi, depuis que je suis sociologue, il y a une phrase dans ma petite tête qui me trotte, c'est qu'on demande toujours aux plus pauvres de faire ce qu'on ne demandera jamais aux riches. Et il y a un Roland, je me permets, mais c'est donc faire du dialogue social, mais à moi, on ne m'a jamais rien demandé dans ma vie, moi, on ne me demande jamais rien. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il faut faire aussi attention, et le dialogue social suppose une prise en compte justement de ce qui fait sens pour l'individu, de ce qui lui parle. Sinon c'est pas possible. C'est pas possible. Et qu'il y ait des caps politiques, des cadrages, c'est pas, parce que on va sur le terrain de la politique, c'est pas un souci. Mais par contre, ensuite, qu'est-ce qu'on fait des différents formats d'appréhension de la réalité? Qu'est-ce qu'on fait des différents cadrages de la réalité? Je vous donne encore un petit exemple, si vous me permettez. Je retourne dans mon petit village au fin fond des Vosges, là. Il y a un technicien qui arrive, une personne très bien, très sympa. Tu vois, oh là, c'est bon, nous, on a capté toute l'eau du village, nous, c'est bon, on maîtrise tout. Puis je regarde, et j'ai un fou rire presque. Je lui dis, mais comment vous pouvez dire ça? Comment vous pouvez croire que votre tableau Excel, c'est la réalité? Je lui dis, mais dans ma cave, il y a une source, il y a de l'eau. Il y a de l'eau partout ici. Mais simplement, vous n'avez écouté personne. Personne n'écoute ce que les gens du village ont à dire. Par contre, on fait comme du territoire, on fait du territoire. Mais la territorialité, on s'en fout. Dialogue social, vous l'oubliez. Dialogue social, vous l'oubliez. Parce que quand on a quasiment la preuve politique, institutionnelle, symbolique, culturelle, que ce que je vis est moins important et moins légitime que d'autres personnes qui m'invitent à faire du dialogue social, à l'autre, je dis une seule chose, je t'emmerde. Non, mais il faut être très clair. Et c'est ce qui se passe. Et c'est terrible parce que et certains d'entre vous, je sais bien, je vois Jean-Paul, etc., certains d'entre vous, je vois très bien, mais moi aussi, on rêve de dépasser tout ça, de faire du dialogue, Roland, etc. Mais, vous savez, même quand on fait de la sociologie, c'est la même chose. Je parle d'où? Pour qui? Pour qui? Quand je pose des questions, je les pose pour qui? Avec qui? Avec qui? Et écoutez bien cette question qui ne vient pas de moi.
qui vient d'une femme remarquable avec laquelle je travaille dans un CAUE, un conseil d'architecture, urbanisme, environnement. L'autre fois, elle me dit, Hervé, la question qu'on doit se poser, c'est qu'est-ce qu'on donne aux individus? Qu'est-ce qu'on donne comme temps de parole? Qu'est-ce qu'on donne comme possibilité de poser des questions qui font sens pour eux? Ça, c'est la grande leçon de Pierre Bourdieu, quand même. Hein. L'opinion publique n'existe pas. Pourquoi? Parce que les questions qu'on pose aux gens, on fait comme si c'était des questions qui se posaient, et on fait comme si c'était les seules questions qui se posaient. Et on les a compris. Ben, c'est pas possible, ça. C'est pas possible. Eh bien, le dialogue social, Rolande, ne perdez jamais votre idéal, jamais votre sourire, jamais votre enthousiasme. Hein. Et moi, je me l'applique à moi, hein, j'essaie. Mais le dialogue social doit nous inviter à poser ces questions-là. Pour qui je fais du dialogue social? Qu'est-ce qui est sérieux? Qu'est-ce qui est légitime? Quel compromis on passe? Et ces compromis, on les passe à partir de quels termes? Et les termes viennent de qui? Et qu'est-ce qu'on a donné aux moins légitimes, aux sans-voix, aux sans-parole? Hein? Rancière et pas loin, là, hein, si en philosophie politique. Hein? Qu'est-ce qu'on leur a donné? Moi, sociologue, on se pose des questions dans ces messages. Hein? On fait des ateliers de la donnée, etc. Hein? Qu'est-ce qu'on donne aux habitants pour construire de la donnée? Je vois Margot qui est en face là. Qu'est-ce qu'on donne? Hein? Je vois Annabelle, etc. Qu'est-ce qu'on donne à des habitants pour construire des données qui doivent faire sens pour qui? Voilà. Elles font sens uniquement pour le sociologue? Oh là, on s'en fout de tout ça. Ça va? Donc pour dialoguer, il y a tout cela. Hein. Ouais. Ça va, merci pour la réponse. Elles sont longues, mais les pauses, mais j'enfonce le clou. Il est 19h17, on se prend une dernière question, ça va? D'après on papotera. Hein. Merci. Je vais me permettre pour ma dernière question, du coup. C'est par rapport à vos trois catégories, du coup, humanisation, catégorisation et personnalisation. Peut-être que je me suis trompé dans ma prise de notes et j'ai l'impression qu'il y a une forme de hiérarchie qui s'est dessinée entre les trois, dans le sens où on ne peut pas personnaliser quelqu'un si on ne l'a pas déjà humanisé. Donc il y a une forme de priorité en fait sur l'humanisation, visiblement sur la catégorisation et la personnalisation. Et pourtant, à l'inverse, si on se rappelle du coup ce que vous nous avez dit avec la radicalisation identitaire et des personnes qui vont venir retirer la commune humanité des autres, en fait, ils les catégorisent comme des animaux, ils les catégorisent comme finalement des non-humains, pour pouvoir du coup justement justifier des abominations. Donc, je pense éventuellement aux crimes de guerre, ce genre de choses, qui justement les personnes viennent à catégoriser l'autre comme des non-humains. Du coup, on a l'impression que la catégorisation vient prendre une primauté sur l'humanisation, du coup, à nouveau. Et voilà, j'ai l'impression qu'il y a un flou un petit peu entre tout ça, parce que comme si on avait une forme de capacité anthropologique à ne plus humaniser l'autre, pour parfois pouvoir justement, comme vous l'avez dit, en fait, supporter notre propre vie. Donc est-ce que, voilà, ouais, est-ce qu'il y a un niveau, hein? Effectivement, est-ce qu'il y a un niveau et... Non. Il n'y a pas de niveau. Et moi, je fais partie, même si je l'ai utilisé tout à l'heure, j'ai utilisé le mot niveau, mais je pense que le mot niveau est un piège de Lacan, c'est trop sourd. J'en suis convaincu aujourd'hui. Non, il n'y a pas de niveau et on peut très bien personnaliser l'autre sans l'humaniser. Allez, on y va, une vie de couple. Monsieur et madame, monsieur connaît très bien sa femme en tant que personne. Ils vont faire une randonnée, je ne sais pas où, tiens, dans le Morvan, dans le Jura. Madame, tu tords la cheville. Bah alors, qu'est-ce que tu fous? Bah, tu t'es tordu la cheville, mais enfin, on ne fait pas souvent de randonnée, etc. Il n'est pas du tout en train d'humaniser la relation. Il la considère comme une personne, parfaitement bien. Et là, c'est des enquêtes. Là, c'est pour ça que les enquêtes, enfin, il faut être informé hein, sans cesse. Et en fait, alors, je ne vous dis pas que c'est une enquête, hein, je vous prends un exemple. Mais vous voyez, on peut très bien personnaliser l'autre et ne pas l'humaniser. C'est compliqué, hein? Mais ça peut tout à fait. On peut humaniser quelqu'un. Vous pouvez sortir d'ici, voir un SDF, je ne sais pas, hein, en 200 mètres, là, qui est en train de se cailler ce soir. Vous êtes affecté par lui. Puis, mais il doit avoir froid quand même sur les macadam. Parce que vous avez froid en sortant d'ici. Et pour autant, est-ce que vous allez regarder dans les yeux et prendre le temps de le considérer comme une personne? La plupart d'entre nous, on ne le fera pas, hein, parce qu'on est pressé, parce qu'on a d'autres choses à faire, etc. Donc il n'y a pas de niveau. Il n'y a pas de niveau et c'est logique d'identification. En fait, il faudrait parler de grammaire d'identification qui conjugue l'autre. Hein. En fait, moi, ce que je voudrais
c'est conjuguer l'autre singulier au pluriel, quoi. Pas mal ma formule, hein, page 230, vous allez voir, c'est sûr. C'est conjuguer l'autre singulier au pluriel. Mais non, mais bon, quand on écrit un livre, on est comme fier des fois de ses formules, et surtout on se dit, mince, ça y est, j'y suis. En fait, moi je veux qu'on conjugue l'autre singulier au pluriel. Et en fait, les trois regards. Et bien souvent, et ça c'est historique, hein, c'est historique. En fait, aujourd'hui, catégorisation et personnalisation sont hyper dominants. Humanisation, mais à l'humanisation, mais on nie la commune humanité avec avec un regard décomplexé. Mais simplement, il faut interroger les conséquences du dialogue social. Alors là, vous l'oubliez, hein. Si l'autre il a un rat, un chien de la vermine, encore moins que ça, dialogue social, ce n'est pas la peine. Mais il faut penser ensuite comment on vit ensemble et aux effets anthropologiques. Aux effets anthropologiques sur l'autre et sur moi. Parce que si je ne suis plus capable à nouveau d'être en sympathie avec pas mal d'êtres humains, alors moi-même, anthropologiquement, je mets en veille à nouveau cette faculté de sympathie. Donc ça a des effets anthropologiques sur ce que je suis en tant qu'être humain. Donc il y a vraiment un art de la conjugaison sans qu'il y ait de niveau. C'est peut-être un idéal, tout comme Homo alterus, mais ça permet de penser un peu autrement ce qui se passe voilà, dans ce monde qui aussi c'est versant, enfin c'est super, hein, je peux dire ça ce soir, c'est plein de choses qui sont super, mais enfin, quand on est sociologue, quand on est universitaire, quand on a une certaine couleur de peau, les choses sont plus faciles, aussi, il faut bien dire, hein, aussi on doit, je vais vous dire, la vie elle est super, bah oui j'ai écrit un bouquin, vous êtes venu ce soir, etc. Mais cet art de la conjugaison des différentes logiques, on voit que dans certaines situations, elle doit s'inviter, et partout en fait, j'ai envie de dire, c'est un art. C'est un art. Voilà, moi j'en appelle à notre ambition des artisans et à penser un peu cette figure d'Homo alterus. Merci infiniment à vous. Merci beaucoup.